Non, mais je me dis, c'est vraiment ça quand tu te sens tellement bien avec toi-même et ensuite en couple. Ouais, je me retrouve trop, quoi. Puis votre histoire, elle est trop, trop belle, quoi. Enfin... Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Au menu, discussion sincère. Moment de rire et d'émotion. Et surtout, beaucoup de belles découvertes. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons, selon nous en tout cas, une star du petit écran. J'étais là, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être un des sujets importants qu'on va aborder dans cet épisode. On est super heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Moi, je suis trop contente d'être là. C'est la première fois que je fais un podcast en français. J'ai fait en norvégien, en anglais. Première atout. On va commencer par quelques petites questions. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps vis-tu en Norvège, dans quel domaine travailles-tu et si tu as un petit culture choc à nous partager? Je m'appelle Ilis, j'habite en Norvège depuis 5 ans. Je suis professeure de norvégien et j'ai un culture choc. En fait, j'arrive plus à me rappeler de ce qui... Mais je sais qu'il y avait des trucs... En fait, c'était plus genre quand mon copain venait en France où je voyais à quel point... Parce que quand je suis en Norvège, je m'intègre tellement que souvent, je vois pas tellement ce qui est différent ou alors ce qui est différent, j'aime plus en Norvège. Donc ça me le fait moins. Mais par contre, quand mon copain est venu en France les premières fois, je me rappelle qu'un truc qui était super drôle, c'est que on était à Paris un jour, on marchait dans la rue et je croise le regard de quelqu'un et du coup je dis bonjour et mon copain il me dit c'est qui? Et je dis non je sais pas, je lui ai juste dit bonjour, il me dit pourquoi tu as dit bonjour si tu sais pas qui c'est? Et genre ça c'était, je me rappelle j'étais là je sais pas, genre juste j'ai croisé son regard quoi, voilà. Ouais. Mais sinon voilà, et sinon si c'était quand même à l'école, quand j'allais à l'école du coup les premières fois que je suis venue en Norvège, j'allais au lycée avec mon copain ton copain qui est norvégien. Mon copain qui est norvégien exactement. Et on était encore au lycée. Et du coup, moi, les vacances, c'était pas en même temps. Donc, quand je venais lui rendre visite, pour moi, c'était les vacances, mais pour lui, non. Et donc, j'allais avec lui au lycée. Et je me souviens que j'étais choquée. J'étais là, mais c'est pas possible. Les profs, déjà, ils les appellent par leur prénom. J'étais là, c'est fou. Voilà. Ah ouais. Et il y avait une machine à café dans son lycée et tout. C'était vraiment, j'ai l'impression que c'était une sorte d'université. Alors après, il était dans un bon lycée à Oslo, donc je dis pas que tous les lycées sont comme ça, mais en tout cas, l'ambiance qu'il y avait au lycé, très détendu, incroyable. Ouais, déjà un peu beaucoup campus, de respect en fait. Ouais. J'ai beaucoup de moins de hiérarchie en fait. Je voyais et pour moi qui était à ce moment-là en souffrance à l'école, en plus en France, c'était vraiment incroyable et c'est vrai que je me suis dit waouh, c'est fou. Je pensais pas que c'était possible, quoi. D'ailleurs, je rebondis un peu sur ça parce que mon histoire d'échange universitaire en Finlande, c'était aussi ça. C'était avant tout le rapport dans le cadre des études, avant même de penser au travail. C'était beaucoup plus plat. Les professeurs étaient accessibles. Et cette notion aussi de respect mutuel qui était présente en fait. Ouais, exactement, qui est mutuel. Ou en France, j'ai l'impression que c'est plus genre vraiment que tu dois respecter les profs. Les profs, ils peuvent un peu faire tout ce qu'ils veulent. Toi, dans tous les cas, faut que tu respectes. Alors qu'ici, c'est plus genre, tu gagnes le respect des élèves aussi. Bon, alors après, faut pas que ça aille trop loin, mais il y a plus de respect mutuel, c'est ça. Et avant de revenir sur ton parcours, il y a aussi quelque chose qui a fait que j'ai mis du temps à me rendre compte que tu étais française à la base. Bien sûr, dans tes vidéos sur les réseaux, c'est pas quelque chose que tu mets forcément en avant, mais il y a eu une vidéo sur laquelle je suis tombé et j'ai fini par comprendre. Mais il y a aussi ton prénom, Ilis. Oui. Je pensais, moi, que c'était un prénom norvégien. En fait, non. En fait, c'est mes parents qui ont inventé ce prénom. Et par contre, ce qui est super drôle, c'est que en norvégien, mon prénom, il veut dire dans la lumière. Genre, Ilis, ça veut dire genre dans la lumière. C'est incroyable que mes parents, ils aient inventé un prénom, du coup, basé un peu sur leur histoire. Et qu'au final, le pays dans lequel je vais, ça veut aussi dire quelque chose. Ouais. Et quelque chose qui est en rapport un peu avec moi, puisque je fais que des trucs où genre je me mets en lumière, je me mets en lumière, mais voilà. Mais quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment drôle de voir qu'il a aussi du sens. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et quel a été ton parcours? J'ai grandi en France, je viens de Tours. J'étais en France toute mon enfance. Et en fait, à 16 ans, à 15 ans, en vrai, je sais plus trop d'où ça m'est venu, mais j'ai eu envie de partir loin. J'avais toujours eu envie d'être bilingue anglais. J'avais toujours ce rêve où, je sais pas, genre toute ma vie en anglais. Je trouvais ça incroyable que ce soit pas juste des cours où on essaie de parler, mais que genre tu reçois des messages de tes amis en anglais, que tu vois, tout est en anglais. Je
je sais pas, ça me faisait rêver. Genre, j'avais une fille dans ma classe qui avait sa mère qui était anglaise et elle envoyait des messages en anglais à sa mère. Et à chaque fois, j'étais là, waouh, mais c'est fou. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et ça, je pense, c'était pareil pour toi. Parce que moi, j'étais complètement exactement. jobard avec C'est l'anglais. vrai Et dès, en fait, le déclic, ça a été... heureusement... Il parlait en ligne. Oui, je parle en ligne, mais avant, vraiment, Ah oui. un des premiers déclencheurs, ça a été de recevoir, quand mon grand frère était en 6e, donc moi, j'étais vraiment peut-être CE1, un truc comme ça, tout petit, quelques étudiants anglais et américains sur un été. Tu vois, on avait fait host Avec family. ta famille, du coup? Ouais, C'était pas avec ces gens l'école, venaient... c'était ta famille qui c'était avait fait ça? C'était quand même via l'école ou via un organisme. Ok. Et eux étaient venus, et donc j'avais appris quelques mots par-ci par-là, et j'avais trouvé ça incroyable. Et à partir de là, j'étais complètement mordu comme toi, à vouloir apprendre, à vouloir aller là-bas. Dès qu'il y avait des étrangers, il n'y en avait pas des masses là où je vivais, mais j'étais obsédé, quoi. Ok. Donc, À ça tel me point rappelle un que, quand même, hyper petit, tu parlais en ligne avec des Anglais Ouais. via des jeux vidéo ou... Oui, bon, là, je peur d'en dire trop, mais en fait... Non, Non, mais c'est je trouve ça génial. dingue. Enfin, Mais c'est clair, t'avais quel âge? J'étais quand j'ai vraiment commencé à améliorer mon anglais parce que je parlais en ligne, c'était encore au collège. Ouais, donc c'est super tôt quand même. ouais. Ouais, non, mais j'étais mordu très très rapidement, ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les langues en général. Le norvégien Il va vient, falloir mais s'y ça met plus de temps, mais il vient et tu Oui, auras mais l'occasion de c'était nous en quand parler même- aussi, ouais. Et du coup, toi, tes parents, ils parlaient anglais ou toi, ça a dû vraiment tout... Ouais, mes parents parlent anglais, mais ce qui est super drôle, c'est que quand j'étais moi en 6e, je suis rentrée dans un collège qui était un peu plus, on va dire, mieux que l'école primaire dans laquelle j'étais. Et du coup, le niveau était un peu plus haut. Et mes parents, surtout ma mère, avaient très peur que je sois un peu derrière, quoi. Parce que, voilà. Et surtout par rapport à l'anglais, parce que en primaire, on n'a pas trop fait d'anglais. Et en fait, quand je suis arrivée en 6e, j'avais l'impression que les gens, ils avaient déjà quand même un petit niveau et tout. Et moi, j'étais nulle. Mais c'est-à-dire que vraiment, j'étais nulle. C'est-à-dire que ma mère pourra témoigner, mais on passait des après-midi où moi, je me mettais à pleurer et tout parce que je comprenais pas, en fait. Et ma maman, elle s'est acharnée sur moi tous les mercredis après-midi et tout. Elle était, mais c'est pas possible. Genre, je comprenais rien. Je faisais des fautes d'orthographe tout le temps. Et en fait, pendant 1 an, elle m'a vraiment... elle était, mais c'est super important l'anglais, il faut absolument. Donc, ils sont pas bilingues, mais ils parlent quand même ils parlent bien anglais. Ouais. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée. Je pense que ça a quand même beaucoup participé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on pourrait se dire, en fait, du coup, je déteste l'anglais, puisque, en fait, moi, j'ai un Oui, souvenir t'aurais pu de faire un cette vrai année. blocage ou quoi, ouais. Ouais, après, bon, elle était pas méchante, tu Oui, vois, oui. mais elle était, c'était pour mon bien, quoi, entre guillemets. Elle disait, non, mais faut. Elle lâchait c'est pas important. l'affaire. Exactement. Et puis, il n'y a pas de secret, quoi. Faut connaître des trucs par cœur, faut apprendre. Enfin, il n'y a pas trop d'autres manières d'apprendre une langue, en vrai. Et en fait, après cette année-là, j'ai plus jamais eu besoin de travailler mon anglais. Enfin, je me rappelle qu'en 5e et tout, j'étais une des meilleures de la classe, mais en fait, j'avais tellement travaillé la première année qu'après, je sais pas, ça s'est enchaîné tout seul et puis j'ai adoré ça. T'avais peut-être Et- du coup des bases solides et après, Exactement. c'était plus, Et après, j'apprenais des scènes de emmagasiné. films et tout. Enfin, moi, j'étais comédienne aussi en France, donc j'adorais. Il y a toujours des scènes de films où je connais à peu près par cœur, dans Nos étoiles contraires et tout. Enfin, j'écrivais tout, je regardais les sous-titres, je repassais les scènes plein de fois et tout. Et ça, c'était avant que j'ai vraiment conscience de ce que je faisais, en fait. C'était juste vraiment un truc que j'avais t'aimais faire. 13-14 ans. Et ouais, voilà, c'est ça. Incroyable. J'aimais ça, naturellement. J'adore parce que ça me replonge dans mon apprentissage aussi. Et comme tu dis, il y avait les films. Alors moi, les Harry Potter, Ah ouais. La Chambre des Secrets, je le connaissais, je pense, dans toutes les langues, celui-ci. Ok. Avec ou sans sous-titres, ouais, bref. Et la musique. J'avais un classeur de toutes les musiques que j'aimais. J'imprimais toutes les paroles, je connaissais par cœur. Il y a des similitudes Ouais, quand ouais, tu aimes c'est les cool. langues. Il y a des tendances qui sont pratiques, mais ça vire peut-être un peu au trouble. Je sais pas. Non, mais le fait que t'aies un classeur et tout, parce Ouais, que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes qui apprennent des musiques et tout, mais c'est vrai que ce truc de avoir des feuilles, genre moi aussi j'ai retrouvé des feuilles avec toutes les scènes que j'avais écrites, tout, le fait que t'organises tout en classeur et ça montre, je trouve, un niveau encore au-dessus de, pas au-dessus dans le sens où on est mieux, mais supérieur de organisation dédié, quoi, du ouais. truc. Ouais, c'est ça, vraiment, t'organises, tu passes vraiment du temps. Mais du coup, je suis partie au Canada. Après, j'avais cette envie, j'en parlais à mes parents et tout ça, et puis ils me disaient bon. Et puis en fait, je passais tout mon temps, genre au CDI, pendant les récrés et tout, à chercher des documents sur un organisme avec lequel je pourrais partir. J'avais même contacté des filles sur Facebook qui étaient parties avec différents organismes et tout, et j'avais pris des cafés avec elles et tout. Enfin, et ça, j'avais 15 ans, donc mes parents, j'avais jamais encore vraiment fait quelque chose comme ça par moi-même, quoi. Quand je voulais faire quelque chose, généralement, mes parents, ils allaient m'aider ou quoi. Et là, c'est vrai que ils avaient pas dit non, mais ils avaient dit bon, c'est un truc un peu bizarre quand t'as 15 ans, tu dis je veux partir 1 an aux États-Unis, au Canada, tu vois, bon, pourquoi pas, mais on va pas te pousser, quoi. Ouais. Et en fait, au final, comme je faisais beaucoup et tout ça, au bout d'un moment,
mes parents, ils se sont dit, bon, ça se trouve, c'est un vrai truc. Donc, ils ont commencé un peu à m'accompagner. Puis, on a trouvé un organisme. J'ai eu la chance qu'ils puissent me financer cette année aussi, parce que voilà, c'est quand même assez cher. Mais aussi la chance qu'ils me laissent partir, parce que je sais que j'ai beaucoup de copines. Les parents disaient, mais moi, jamais. C'était même, ils auraient pu en soi financièrement, mais c'est là, moi, 16 ans, 1 an, tu pars. On n'avait pas le droit de rentrer, ils n'avaient pas le droit de venir nous voir et tout. C'était vraiment genre 1 an. Ah ouais. J'avoue que c'est énorme. Hein, Pas de visite, c'est. Ouais, non, il n'y avait pas le droit parce que là. T'avais vraiment trouvé le bon filon, toi. Hein Ouais. Non, mais en fait, et puis c'était vraiment ce que je voulais, moi. Genre, j'avais pas envie qu'ils viennent me rendre visite. Je voulais faire mon truc, ma vie. Ouais. Et du coup, c'était dans un lycée canadien ? Ouais, en fait, c'était un organisme qui nous donnait une famille d'accueil. Et ensuite, ouais, voilà, on était scolarisés dans une ville là-bas. Moi, je voulais pas aller aux États-Unis, je voulais aller au Canada. Donc, je suis partie à Halifax, qui est au-dessus de New York, en gros. Et mes parents, ils trouvaient ça très bien que j'aille pas à Vancouver parce qu'ils disaient c'est vraiment le plus proche possible qu'on puisse faire de la France. Et voilà, j'étais pendant 1 an dans une famille d'accueil. Et moi, j'ai un super souvenir de cette année. C'était trop bien. J'ai vraiment pu voilà, faire ma vie. Tout était en anglais. Même les gens... J'évitais les gens français à l'école, genre parce qu'il y avait d'autres élèves échanges. Je voulais pas entendre parler des Français, même certaines copines à moi qui étaient fortes en anglais, quand je leur envoyais des messages, je leur envoyais des messages en anglais. J'étais vraiment genre dédiée à fond. J'appelais mes parents pas trop souvent pour pas trop parler français et tout. Enfin, j'étais vraiment à fond, quoi. J'adore. Et tu dirais que c'est à ce moment-là que t'es devenue complètement bilingue ou tu l'étais déjà avant de partir ? Non, j'étais pas bilingue avant de partir. D'ailleurs, mon copain, du coup, norvégien que j'ai rencontré au Canada, lui, il a des souvenirs que quand il m'a rencontré, je parlais mal anglais. Alors après, c'est sur leur échelle de en norvégien, tout le monde parle en Norvège, tout le monde parle super bien anglais. Moi, j'étais une des filles fortes de ma classe, on va dire, quand j'étais en France. Mais c'est vrai que, bon, en vrai, je me débrouillais bien, mais c'était pas, non, j'étais pas du tout bilingue. J'ai beaucoup progressé. T'es restée combien de temps Je suis restée 10 mois. Du coup, c'était une année scolaire. Incroyable. Ouais, ça, c'était vraiment trop bien. Donc, à l'issue de cette année, comment ça se passe pour toi de revenir en France ? C'était compliqué, donc j'ai rencontré mon copain là-bas, qui est norvégien. Et quand je suis rentrée en France, bon, il y avait aussi, on s'est séparés parce qu'on s'était dit que la relation à distance, c'était pas possible. Donc, depuis on s'était mis ensemble parce qu'on était tombés amoureux et qu'on pouvait plus faire autrement, quoi. Mais moi, de base, quand j'étais partie au Canada, j'étais là. Pas de mec, moi je suis pas du tout intéressée. Moi c'est l'anglais, je suis mariée à l'anglais. Ouais, c'est ça. Non, mais moi j'étais pas du tout genre avec les mecs, j'étais là. De toute façon, moi j'y vais pas du tout pour ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de ça. Moi c'est no. Même ma maman, elle m'avait dit qu'elle avait essayé de me parler de ça, des mecs et tout ça, comme j'allais partir pendant 1 an et tout. J'étais mais pourquoi ? Enfin, genre vraiment, je n'ai pas d'intérêt pour ça, quoi. Ça peut t'aider à apprendre une langue. Ouais, non, cette discussion n'avait pas d'anglais. Attends, parce sens que pour moi. Là, elle dit pas ça pour rien. Hein. Il y en a qui, il y en a qui vont se dédier 1 an à la langue, d'autres ils partent peut-être 1 an se dédier aux anglais pour qu'ils apprennent la langue. Tu vois, chacun son école. Chacun choisit ses méthodes. Moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et puis finalement, bon, voilà, on est tombés amoureux. Du coup, on s'est mis ensemble et on s'était dit, on se sépare quand on part parce que relation à distance, flemme, quoi. Enfin, moi, j'étais là. Non, mais vous êtes vraiment raisonnable à votre âge. Enfin, à 16 ans, se dire non, mais on sépare la relation à distance. Moi, je pense que j'aurais quand même essayé, quoi. Ça a pas duré longtemps. Hein. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on s'est séparés, machin. Mais du coup, je suis rentrée en France. Quand je suis rentrée en France, c'était les grandes vacances. Donc là, c'était cool. Moi, je retrouve tous mes amis, voilà. Du coup, ça dure 2 semaines, ce truc où on s'était séparés, bloqué tous les réseaux et tout, parce on savait que ça allait être horrible et qu'on allait s'envoyer des messages et tout. Donc, on s'était bloqué et tout, mais j'ai retrouvé son email. Je lui ai envoyé un message. 2 semaines après, il était en France. Enfin, bref, voilà. Ah, j'adore. Voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais on a essayé. On a vécu quand même le truc le drama, tu sais, où tu te quittes, tu pleures toutes les larmes de ton corps, t'as l'impression que la vie n'a plus de sens. Mais voilà. Et en fait, après, moi, c'était quand j'ai recommencé l'école, du coup, en septembre, où là, c'était descente aux enfers. En vrai, quand même un peu, je pense qu'aujourd'hui, je me rappelle plus trop, tu dédramatises après avec le recul, mais c'était vraiment horrible quand même. J'ai recommencé l'école. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. Les profs, ils m'aimaient bien et tout ça. Il faut savoir qu'avant de partir au Canada, j'avais des profs qui m'avaient beaucoup dissuadé de partir. Ils m'avaient dit, ça sera trop dur quand tu rentreras, t'auras perdu ton niveau scolaire, pars après le lycée, c'est mieux quand t'auras passé ton bac et tout. Moi, j'étais là, mais c'est pas une question de CV. Là, moi, c'est que j'ai envie de partir maintenant. Je sens que j'ai envie de partir. Et franchement, heureusement que je suis partie. Mais du coup, quand je suis rentrée, c'était pas le niveau scolaire en fait qui était le problème, c'était l'ambiance de l'école.
j'avais complètement oublié en fait comment c'était. Et c'est là où ça m'a fait, moi c'est mon plus gros culture choc en fait, c'est avec mon propre pays, c'est vraiment bizarre, mais quand je suis arrivée au Canada et que j'ai commencé les cours, je me souviens me dire mais c'est fou, c'est chill ici, enfin voilà, alors il y avait plein de trucs qui étaient pas bien, mais là-bas c'était vraiment t'avais une grande place à la vie après l'école, quoi. Il y avait, pareil, du respect. Les profs étaient pas là pour te tacler, quoi. Ils étaient là pour t'aider. Je me rappelle au début, j'étais là, waouh. Ils montrent qu'ils veulent qu'on réussisse, quoi. C'est pas qu'en France, ils veulent pas qu'on réussisse, mais c'est plus en mode, on va te montrer que t'es pas assez bien pour que tu travailles plus. On va te pousser, quoi. Ouais, voilà. Ouais, te pousser, mais te pousser en pas te faisant forcément bienveillant, comprendre que t'es pas assez, quoi. Et c'est ça un peu le truc qui va te motiver à faire plus. Alors qu'au Canada, c'était pas comme ça. Et en fait, je me suis habituée quand j'étais au Canada et quand je suis rentrée, je me souviens, j'étais... En fait, vraiment, le mot, c'était incompréhension. J'étais en incompréhension totale. Je me disais, mais pourquoi vous êtes comme ça? En fait, on veut tous la même chose. C'est-à-dire, nous, on veut réussir. Vous voulez qu'on réussisse. Je le sais parce que vous êtes sympa, vous êtes... Voilà. Mais en fait, pourquoi vous êtes aussi méchants? Enfin, pourquoi vous nous traitez comme des gosses? En fait, c'était ça. C'était vraiment... Ça. On nous disait, il faut que vous soyez responsable, il faut que vous grandissiez, mais grandissez un peu et tout. Et après, en fait, on nous traitait comme si on avait 2 ans. Donc, en fait, forcément... t'as le comportement que tu... Qui est attendu. C'est ça, ouais. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment... Ouais. Et en fait, là, j'avais l'impression, au Canada, que j'avais vraiment, genre, bloom, tu vois. Genre, j'avais éclos, j'étais trop bien, en plus, avec mon copain et tout ça. Et quand j'ai recommencé l'école, j'ai l'impression de rétrécir, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'écrasait. C'était horrible. Et du coup, j'étais pas bien. Je sais pas si on peut mettre le mot dépression, mais je pense quand même si un peu. Quand je sortais de cours, je pleurais. Des fois, en plein milieu du cours, je devais me retenir de sortir, quoi. J'avais besoin de sortir. J'ai l'impression que c'était étouffant et tout. J'ai fait ma première, donc l'année de première, et ensuite j'ai été mise cours par correspondance pour la terminale. Et pendant ce temps, du coup, pendant mon année de première, je vais pour la première fois en Norvège pendant des vacances. Donc, j'allais pas bien du tout. Même avec mon copain, du coup, c'était compliqué parce que tu sais, quand tu vas pas bien quand tu as vécu une période avec la personne où qui était super. C'est super et tu sens que tu peux être vraiment toi-même et en fait, tu te sens plus toi-même parce qu'il y a un contexte qui fait qu'en fait, tu peux plus trop être toi-même. Et du coup, en fait, le contact avec la personne est compliqué parce que ça te rappelle aussi que tu peux être bien. Mais en fait, quand t'es au lycée, bah voilà, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Du coup, c'était très compliqué, donc j'avais hésité. Et en fait, j'y suis quand même allée. Je me rappelle, ma psy m'avait dit, parce que j'allais chez le psy, du coup, parce que voilà, j'allais pas bien. Oui, trop bien. Et elle m'avait dit, mais si, vas-y, je pense que ça pourrait te faire du bien. Et j'y étais allée et c'était la meilleure semaine de ma vie. Je pense encore à l'heure d'aujourd'hui, c'était incroyable. J'ai oublié toute ma vie en France, en fait. Je me rappelle, j'étais assise à l'aéroport, je parlais pas du tout norvégien à cette époque. J'entendais le norvégien et je me rappelle, je me sentais bien. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais bien, quoi. Et incroyable. Toute cette semaine-là, j'ai l'impression que c'était ça ma vie, en fait. C'est trop intéressant parce que j'ai vraiment l'impression de m'entendre en partie. Mais oui, et moi j'ai l'impression de t'entendre aussi. Mais ouais. Quand tu dis arrive en Norvège, la langue et tout. D'ailleurs, je pense que le fait d'être maintenant quasiment 7 ans ici me manque en fait même si le norvégien, je le maîtrise pas complètement, mais de se confronté à quelque chose de complètement nouveau. Avec Lucie, on a été habitués à faire plusieurs pays avant de se connaître et plusieurs pays depuis qu'on se connaît. Et à chaque fois, il y a cette espèce de renouveau qui est hyper enrichissant, de se refaire un quotidien, de se retrouver des habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais je pense aussi avoir un peu vécu, en tout cas, je me rappelle la claque du retour. Après mon année Erasmus, une fois de plus en Finlande, que j'ai adoré, qui a été ma révélation. Avant ça, j'avais fait un lycée international. Pour moi, c'était vraiment ancré en moi depuis longtemps que c'était l'étranger. Je suis revenu faire mes études en France dans un cursus malgré tout bilingue. Donc, j'étais quand même entouré de pas mal d'étrangers, mais c'était quand même très franco-français et je l'avais mal vécu. Et pourtant, j'étais quand même plus âgé que toi. Ouais, mais je pense que ça n'a pas forcément de rapport avec l'âge. Je pense que c'est vraiment un truc... mais je me dis, du coup, toi, en étant encore plus jeune, ça a dû être d'autant plus difficile. Ah oui. Sachant que mon lycée avait été bien, mais il y avait aussi des périodes délicates. C'est dans ce sens-là que je veux dire... Ouais, mais je pense que quand tu as un problème avec la mentalité, on va dire, scolaire française, je pense que peu importe que tu sois au lycée ou... c'est vrai que tu peux plus te sentir enfermé au lycée parce que l'université, ça va peut-être plus être un truc que tu vas choisir. Mais je pense quand même, moi, par exemple, je ne pourrais jamais étudier en France. Impossible. Même les études, c'est impossible. J'ai entendu des profs parler à ma sœur quand elle était en cours par correspondance avec le Covid. J'étais là, mais vous êtes en master ?
pourquoi vous les laissez vous parler comme ça? Vraiment, j'étais là, c'est pas possible. Donc je pense que si t'es mal, entre guillemets, avec la façon de faire française pour l'école, je pense que lycée, collège ou Oui, c'est université, vrai. Il y a ça reste, aucun. Ouais. On a eu C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la plupart des enfants qui n'arrivent pas dans le système scolaire français en Norvège, il y en a certains qui vont dans le système norvégien et là, ils blooment. Ah ouais. Comme tu dis. Ouais. Ils s'épanouissent. Donc, c'est la preuve que c'est pas forcément une histoire de niveau, c'est juste une histoire de contexte. Ah oui. de Et personnalité, de contexte, personnalité. ouais. Et si ta personnalité est faite pour ce genre d'apprentissage, Ouais. cette façon d'apprendre, quoi. Mais on a eu ce luxe. Alors certes, le retour, c'était la claque, peut-être, mais ce luxe de prendre un recul qui nous a fait nous dire, mais en fait, je suis pas vraiment à ma place ici. Ouais. Et d'où après, ce choix de... je suis en thérapie là. D'où ce choix d'ensuite décider de s'installer à l'étranger et tout. En fait, il y a certainement eu cette recherche tôt de vouloir être dans un environnement qui nous correspond. Et toi, du coup, après cette semaine en Norvège, est-ce que tu sais déjà que tu vas vouloir venir vivre ici? Et je sais plus parce que... En fait, c'est compliqué parce que j'étais enfermée quand même dans le truc du lycée. Moi, j'étais en première, donc j'avais encore 2 ans. J'avais 17 ans. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que ça m'a vraiment fait quelque chose où je me suis dit... Oh, j'ai envie de pleurer en disant ça. Non, mais où je me suis dit genre, ok, c'est possible, quoi. Je suis pas, c'est pas pour toute la vie. I'm not broken, je suis pas brisée, quoi. Je peux être bien quelque part. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ce sentiment, c'est ça qui a fait que c'était horrible aussi après, parce que tu retournes dans le truc, quoi. Et en fait, t'es pas bien. Tu sais qu'il y a un endroit où tu te sens bien et tout, mais qui est impossible. Enfin, tu peux pas y aller, quoi. C'est vraiment quand t'as 17 ans, voilà. Et en fait, t'as le cul entre 2 chaises. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a. En fait, au bout d'un moment, on s'est séparés avec mon copain et tout, parce qu'en fait, j'arrivais plus à faire les deux. J'étais là, en fait, il faut que j'en choisisse un parce que là, c'est de la torture limite, quoi. Parce que, en fait, ça me rappelle tout le temps qu'il y a un autre truc, mais en fait, je peux pas y aller parce que faut que je finisse ce lycée-là. Et en fait, c'est trop compliqué. Puis j'ai l'impression que finalement, voilà, qui je suis en France, du coup, c'est peut-être pas. Ça va. Faut que je me réadapte ici, en fait. Et pour me réadapter ici, je peux pas avoir 2 mondes complètement différents. Et du coup, voilà, donc Ouais, c'était pas une période pas facile. Non, j'imagine. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une phobie scolaire, ce que t'as fait après, au final? Je pense, parce que... du coup, voilà, un jour, la psy, elle a demandé à ma mère de venir et elle a dit là, elle va pas tenir, elle va pas tenir une année de plus, quoi. Faut faire quelque chose puisque ça va pas être possible. C'était vraiment de la souffrance et je me rappelle, elle avait dit, c'est pas fait pour tout le monde, en fait, le système scolaire. Et je pense que si j'étais pas partie, ça m'aurait pas fait ça. Mais en fait, tu pars, tu te découvres d'une autre manière. Et... Tu te découvres. Ouais, c'est ça. Et je pense que mes profs, il y en avait qui étaient un peu là, je te l'avais dit. Et en même temps, il y en avait qui avaient envie de m'aider aussi parce qu'ils voyaient que c'était pas scolaire, c'était vraiment le système, quoi. Et il y en avait quand même qui m'avaient encouragée. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, les profs, une des profs qui m'avait dit « Non, pars pas, ça va être compliqué, tout ça, de revenir », au final, quand je suis revenue et que j'étais en souffrance, elle m'a aidée. Et après, elle était venue me donner des cours chez moi pendant mon année terminale pour m'aider et tout ça. Donc en fait, c'est ça que je trouve trop dommage, c'est que les profs, en vrai, ils ont envie que tu y arrives. Ils sont pas méchants, enfin la plupart. Mais c'est juste que tu as le système qui fait que tu peux pas sortir de ce truc de rabaisser les élèves, t'es dedans, quoi. Et alors qu'en soi, tu pourrais... essayer, tu vois, tu pourrais faire d'une autre manière. L'intention est bonne, mais la façon de faire, je trouve ça est horrible, quoi. Bien sûr. Ouais. Et comment tu t'es reconstruite après ça? Quel a été le parcours? En fait, je me rappelle que quand on a décidé que j'allais faire cours par correspondance, je me rappelle, j'étais là. Déjà, ça t'a soulagée? J'étais légère. Et je me rappelle, j'étais énervée parce que je me suis dit, j'ai perdu mon copain, en fait, par rapport à ça. J'avais envie de revenir avec lui, quoi, direct. Je me disais, je me rappelle, la psy m'avait dit, oui, si tu veux, tu peux aller chez le médecin et demander des médicaments parce que j'étais pas bien. Et je me rappelle, je m'étais dit, mais je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux. J'ai pas besoin de médicaments. Je sais que c'est relié à ça. Il faut que j'arrête ça. Et quand j'aurai arrêté ça, petit à petit, après les cours par correspondance, moi, je faisais des films, j'étais actrice en France et tout ça. Donc, je faisais ça à fond. J'étais au conservatoire de théâtre. T'as trouvé ta voie? Ouais, c'était trop bien. Et là, j'ai vécu 2 années. C'était génial. On continuait un peu quand même à parler avec mon copain, du coup, qui n'était pas mon copain, mais bon, on s'aimait toujours et tout. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte
que j'avais tout ce que je voulais dans ma vie, c'est-à-dire j'avais les films, j'étais trop bien, j'avais de la reconnaissance, on va dire, dans ce milieu-là. Et ma famille, je les adore. Enfin voilà, ma vie en France, j'adore. Je faisais du cheval et tout, c'était trop bien. En fait, j'avais tout et il me manquait un truc, quoi. Et je me suis dit, en fait, voilà, là, j'étais là en mode femme indépendante. J'ai pas besoin de mec, j'ai pas besoin de voilà. Mais en fait, à chaque fois, je me souviens, une fois, j'avais écrit, je revenais d'une représentation de théâtre qui s'était incroyablement bien passée. J'avais des retours incroyables, ça m'avait vachement touchée et tout. J'étais vraiment au max, j'étais trop bien. Et en fait, le soir, quand je me suis couchée, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai envie de partager avec lui, quoi. J'ai envie de partager, j'ai envie d'être dans un endroit où, en fait, ça sert à rien d'être trop bien si t'es seule, et que t'as quelqu'un avec qui t'as envie de partager. Quand je vais pas bien, j'arrive à me remettre toute seule, on va dire, voilà, j'ai des gens autour de moi. Mais en fait, c'est quand je vais bien que j'ai envie d'être avec lui, quoi. Et du coup, je me suis dit, voilà, là, je suis au max, quoi. Je peux pas faire mieux. J'ai fait toute ma vie, je suis trop bien. Mais il y a un truc qui manque, quoi. Et je pense que c'était un mélange, du coup, de forcément mon copain, mais aussi l'ambiance, la Norvège, un pays dans lequel j'ai pas l'impression que je dois m'adapter. C'est vraiment bizarre, mais en France, j'ai l'impression que je dois un peu faire des petites adaptations. Et en Norvège, à chaque fois quand j'étais là, forcément, il y a des petites adaptations culturelles et tout, mais au fond, j'ai l'impression que c'est plus... je suis mieux, quoi. Donc voilà, donc c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu le norvégien et tout, et je me suis dit, voilà, faut que je parte, dans tous les cas. Et du coup, vous êtes remis ensemble à ce moment-là ? Notre histoire, elle est un peu compliquée, mais en gros, on va dire que oui, voilà, en gros. Ça pourrait faire genre 2 heures d'un autre épisode de podcast. Mais c'est compliqué dans les faits, mais simple en soi, c'est simple. Qu'on s'aime, mais vous voilà. aimez depuis le Canada, et voilà. c'est ça qui est trop beau. Ouais. Parce que t'aurais pu aussi aller regarder ailleurs, en France et tout. Et non, t'as gardé le cap de ce petit Norvégien. On s'est toujours aimés, et puis au final, ce qui est trop bien, c'est qu'on a grandi chacun de notre côté, parce que du coup, dans les périodes 17, on va dire 17 à 19 ans, on n'était pas ensemble, donc on était en contact, mais on se devait rien en soi. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a grandi du coup chacun de notre côté, sans se dire si je fais ce choix, peut-être il va plus m'aimer ou quoi. Enfin, qu'il peut y avoir un peu où on peut avoir peur de perdre l'autre. Nous, on n'avait pas ça. Et en fait, quand on s'est retrouvés, en fait, on était encore plus alignés qu'avant. Donc, c'est génial aussi. Donc là, c'est un autre sujet, mais c'est trop bien de se dire, en fait, on peut faire confiance au fait que si on est nous-mêmes et si on fait les choix qui sont bons pour nous, on va se retrouver au final. Et ça, c'est génial. Donc ouais, on s'est... Trop belle histoire. Ouais, c'est cool parce qu'en fait, on est ensemble depuis super longtemps, mais on a quand même eu ce truc dans notre relation d'avoir le droit d'explorer, donc pas dans le sens on est allé voir ailleurs, mais dans le sens on a le droit de faire les choix le choix en fonction de vous, ouais. Et de se retrouver. Ça va réussir. Bonne fête des mères, en fait. On profite. C'est vrai, c'est la fête des mères. Oh non, ça va ? Ça va. Je me suis dit, moi aussi, franchement, j'étais là. C'est bon quand même ce qu'elle dit, elle. Ça vous résonne pour vous ? Ouais, grave. Non, mais je me dis, c'est vraiment ça quand tu te sens tellement aligné. Bien aussi, ouais. Ouais, je pense tellement bien avec toi-même, et ensuite en couple, je trouve que ça fait encore plus d'étincelles, et que justement ce que tu disais, genre dans les moments positifs, t'as envie de les vivre avec cette personne, c'est ouais, je me retrouve trop, quoi. Puis votre histoire, elle est trop trop belle, quoi. Enfin, je trouve ça génial que, surtout quand t'es jeune et tout, que vous ayez gardé cet alignement, quoi. Même si vous avez grandi séparément, je trouve ça vraiment trop beau que vous ayez su vous retrouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si on est fait l'un pour l'autre, on se retrouvera. Mais je sais pas si dans les faits, il y en a beaucoup qui arrivent. Mais tu sais que j'ai eu hyper peur, parce que nous, on s'écrivait aussi beaucoup de lettres au début, parce que moi, je suis pas trop sur mon téléphone, enfin, plus maintenant, mais en tout cas avant. Il faut dire que tu n'avais quand même pas de smartphone avant d'arriver en Norvège. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, on s'écrivait des lettres et tout ça, même quand on était ensemble. On s'envoyait pas de messages, on s'écrivait des lettres, et c'était incroyable parce qu'en fait, on n'avait pas de contact. Du coup, on n'était pas tout le temps à attendre un message et tout. Moi, j'étais là, je veux vivre ma vie tous les deux. On était là, on veut pouvoir profiter de notre vie, quoi.
Et après, il y a un moment où on va... Pause, voilà. C'est ça. Et on recevait des enveloppes. Moi, je me rappelle, des fois, je rentrais de l'école, du coup, et j'avais reçu mon enveloppe. Et en fait, c'était comme une sorte de petit journal intime. Donc, on s'écrivait des lettres. C'est pas genre on se répond directement, mais c'est plus genre on s'écrit une lettre pour raconter notre journée et tout. Et ça fait comme si on s'envoyait notre petit journal, quoi. Et je me rappelle, j'étais dans ma salle de bain, genre je fermais à clé et tout. Puis je lisais toutes les lettres. Puis tu sais, tu vois, genre si des fois il était sur son bateau, il y avait des taches de café et tout. C'est super, genre cliché, mais c'est vraiment le truc, t'as l'impression d'être avec la personne, quoi. Non, mais il faut faire un film de votre histoire. Ouais, et là c'est trop beau. Bon, des fois on se dit, même si on le faisait en film, ce serait trop cliché. C'est clair. Personne n'y croirait. En tout cas, pour revenir à la Norvège, j'ai décidé de déménager, du coup, en gros, vers le Covid et tout ça, en 2019. J'ai commencé à apprendre le norvégien en 2019 et là, je savais que c'était pour vraiment déménager. Quand j'ai commencé à apprendre, je me suis dit, bah voilà, moi, de toute façon, je suis norvégienne. Enfin, de toute façon, en fait, je me sentais vraiment norvégienne. J'étais retournée, du coup, depuis. J'avais l'impression d'apprendre ma langue maternelle, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment... chez toi, ouais. En Norvège. Je me dis, il faut que je parle, de toute façon, il faut que je parle norvégien, puisque c'est mon pays. Donc, c'est... Voilà. Donc, je me suis mis à apprendre. Je faisais que ça. Je me rappelle, mon père, il était là, mais j'avais pas encore mon permis à cette époque. Il était là, mais si tu passais le temps que tu passes à apprendre le norvégien, à faire ton permis, tu l'aurais depuis longtemps, ton permis. En fait, il comprenait pas pourquoi je passais tout ce temps à apprendre cette langue que personne parle. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et aujourd'hui, je suis prof de norvégien. Donc, c'est quand même... T'avais raison. Ouais. Mais ça, vraiment, j'adore parce que je pense qu'il y a une espèce de motivation qu'on peut avoir à ces âges-là, ou voire même un peu plus jeune, que tu retrouves pas forcément plus tard dans la vie. Enfin, en tout cas, là, tu vois, dans ma trentaine, avec les enfants, le boulot, le ci, le ça. Mais en fait, maintenant, cette motivation que je pouvais avoir jeune pour apprendre le montage, apprendre l'anglais tout seul dans ma chambre, mes chansons, mes machins, mes trucs, mes paroles, bah, c'est le podcast. C'est ce projet-là. Ouais. C'est quand même énorme. C'est refaire de la place pour ça, en fait, parce que on est quand même bien fait, j'ai l'impression, pour la plupart. Quand il y a un truc qui nous plaît vraiment, on y va vraiment, quoi. Ouais. Tu vois. Toi, t'as appris une langue qui est parlée dans un seul pays et t'es allé à fond. Mais je connais plein d'autres gens qui se mettent à apprendre le chinois, le japonais, ou qui font d'autres projets, peu importe. Mais c'est vrai que parfois, t'as pas trop le temps de faire de la place pour ce genre de projet. Quand t'es un peu dans le quotidien, dans la machine à laver du quotidien. Mais c'est pour ça que c'est important, je trouve, de mettre tout ça en place le plus jeune possible et d'avoir la liberté d'aller à fond là-dedans. Justement, même ton père qui te disait concentre-toi sur ton permis, t'étais à fond dans ton... Ça me fait trop rire que son père lui dise ça, alors qu'elle faisait quand même un truc bien, elle apprenait une langue. Parce que moi, mon père, il aurait pu me dire la même chose, genre passe du temps sur ton permis, mais à la place de, je sais pas, aller au café avec tes copines. Enfin, un truc qui est beaucoup moins... Oui. Après, là, je dis ça, il me soutenait. Enfin, je dis ça, il était pas... Voilà, c'était... Mais oui, non, mais c'était un trop petit drôle. truc où je me rappelle pour le permis. Oui. Mais oui, c'est vrai. Mais parce que je pense qu'il comprenait pas trop. En fait, j'ai passé beaucoup d'années à faire des films et tout ça, et papa, il est vraiment très... il veut qu'on puisse réaliser nos rêves et tout ça. Et du coup, il était trop content que j'ai réalisé ce rêve, entre guillemets, d'être actrice. Voilà, j'avais mes films qui passaient à la télé. C'est trop bien, c'est quand même assez prestigieux, on va dire. Ouais. Et je pense qu'il comprenait pas pourquoi j'arrêtais. Enfin, c'était pas que j'arrêtais, parce qu'à cette époque-là, je continuais quand même. Mais je pense il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, en fait, elle va jamais se poser. Je pense que c'était plus pour ça, où il avait peut-être peur que, en fait, je pars dans tous les sens. Et il se disait, mais en fait, pourquoi tu lâches ça alors que, pourquoi tu veux partir? Et toi, à ce moment-là, du coup, t'envisageais de partir en Norvège. Ouais. Et ça te faisait pas peur pour ta carrière d'actrice? Non, mais en fait, déjà, je me disais, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parce que si j'ose pas maintenant, alors que j'ai 20 ans et que j'ai rien à perdre, voilà, je le ferai jamais. Ensuite, je m'étais dit, qu'est-ce que je regretterais le plus? J'ai m'imaginé 2 scénarios. Je me disais, si je deviens une super actrice, machin, imaginons, tu vois, ce qui est pas très... Likely. Ouais, ce qui est difficile, exactement. On va dire. C'est pas sûr que ça arrive, quoi. Ça, c'est vraiment genre, imaginons. En fait, je penserais toujours à qu'est-ce qui se serait passé si j'étais allée en Norvège, alors que à contrario, si je vais en Norvège et que ça se passe super bien et que voilà, je pense pas que je penserais tellement à qu'est-ce qui se serait passé si j'étais devenue une super grande actrice. Donc en fait, je me suis dit, dans tous les cas, en fait, si je continue dans ce truc-là, je vais toujours avoir un truc où je me dis, mais et si j'étais partie, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois? Et l'autre truc, c'est que j'ai lu un livre, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et j'ai lu un livre, ça s'appelle The Reader, et c'est en fait une personne qui a une relation par lettre avec quelqu'un, et ils se relationnent pendant
beaucoup d'années, peut-être 10 ans ou 20 ans. Et en fait, ils s'aiment, quoi, ils sont amoureux et tout. Et en fait, quand ils vont se rencontrer au bout de... Ils s'étaient déjà vus, je crois, mais ils se re-rencontrent au bout de 10, 20 ans, je sais plus. Tu fais pas pleurer Lucie, s'il te plaît. Non, mais... non, bah, je sais pas si ça va te faire pleurer, mais en tout cas, quand ils se rencontrent que leur relation, elle est que en lettres, en fait. Mmh. Elle s'est construite à distance et il y a ce truc où, en plus, moi, avec mon copain, on s'appelait jamais en FaceTime, on s'est jamais appelé en FaceTime, on n'aime pas du tout ça parce que t'as l'impression que tu vois la personne, puis en fait, elle est pas là, c'est pas très. Je trouve ça tellement mieux juste d'entendre la voix, puis tu t'imagines en même temps et tout, voilà. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, mais en fait, moi, dans ma tête, c'est ce que tu disais, genre, je m'imagine que je vais le retrouver, on va se retrouver, puisque... mais en fait, à tout moment, on se revoit et en fait, notre relation, elle est devenue tellement forte. C'est comme un petit fantôme quoi qui est là et qui est tout le temps un peu avec toi et tu t'imagines que elle est devenue cette personne, la personne, tu t'imagines que voilà, mais en fait ça se trouve quand tu vas la revoir tu vas te dire mais oui, au c'est quotidien pas trop ça quoi, ça sera peut-être pas C'est pareil. qui se plouque. ou même ou même physiquement quand tu te revois tu te rends compte qu'en fait c'est vrai, la parce que vous chimie êtes elle pas est plus vus, là, en plus, ouais, c'est pour ça aussi que j'étais retournée en Norvège, voilà, un peu d'un coup pour me dire bah en fait non mais c'est maintenant ou jamais quoi. En fait si je le fais pas maintenant ça se passera pas. Puis ouais, c'est bien, au moins ça allait confirmer ou non. Exactement. Fallait transformer La les suite essais, avec ouais. lui. Et je me rappelle, je me disais, c'est horrible, mais là, je me sens prête. Peut-être ça va pas être ce que je m'attends quand j'y suis retournée, mais je me suis dit, en fait, je peux pas vivre toute ma vie en attendant quelqu'un qui, ça se trouve, ce que j'attends, ça existe pas. Ouais. Et je me dis, si au moins je suis fixée maintenant, et si ça existe pas, bon bah voilà, là, je me sens plus forte aujourd'hui. Je vais réussir, je pense, à faire face à ça, mais il faut que voilà. Et en fait, bon voilà, ça j'y suis retournée, ça s'est très bien passé. Mais heureusement parce que t'avais quand même appris le norvégien et tout. Je me dis puis j'avais commencé à apprendre, mais tu sais quoi, j'ai l'impression que j'y serais quand même allée. Mais oui, En j'ai Norvège. l'impression, c'est ce que j'allais dire. De Oui, toute parce manière, qu'au c'était- final, quand tu nous as dit oui, je me sentais bien, c'était pas par rapport à ton copain, c'était par Non. rapport aux gens d'entendre le norvégien et t'étais bien là. Quoi. Ouais, et forcément le fait que lui, j'ai rencontré ses amis à lui, sa famille à lui, Oui. donc t'as des gens qui sont L'environnement. tous sélectionnés aussi, qui te vont parfaitement à toi, puisque moi je vais parfaitement avec lui, donc ses amis, enfin c'est pas obligé, mais du coup là c'était le Souvent. cas, ça va bien et tout ça, donc forcément ça facilite, mais c'est vrai que c'était pas lui le truc, c'était vraiment l'ambiance du pays. On fait que des discrétions, mais donc j'ai déménagé en Norvège en 2020. J'ai déménagé en août 2020 et je me suis dit faut juste le faire quoi. J'ai une question complètement random qui me vient Ouais. à l'esprit, mais parce que on a déjà pas mal parlé avec toi de la notion d'identité et combien tu te sentais, même avant d'y vivre au final, déjà norvégienne et que c'était un peu un appel d'y aller. Ouais. Est-ce que tu as un bunad? Non, j'ai pas de bunad. Qui est le costume traditionnel norvégien. Ouais. Non, j'ai pas de bunad. Alors déjà, c'est super cher. Ouais, ça, Mm. c'est vrai. Mais j'ai eu cette conversation avec mon copain la dernière fois parce que bah du coup c'était le 17 mai là il y a pas longtemps, donc qui est le jour national en Norvège où tout le monde porte son bunad et tout. Quand je vais avoir la nationalité norvégienne, j'ai envie de faire une fête avec un peu comme un mariage parce qu'on veut pas se marier avec mon copain. Mais C'est des gens bien. non, ouais. Non, mais voilà, en tout cas, ouais. Mais Ouais, bah, elle va faire une fête qui va être comme un mariage quand même. Ouais, je veux juste la Elle se fête. rattache à Non, ça. j'allais faire un mariage avec la Norvège. Je me suis Oui, dit, trop je vais mignon. faire, quand je vais avoir la nationalité, je vais faire une sorte de fête parce que j'aimerais bien rassembler tous les gens qui ont été importants dans ma vie et tout ça, un peu comme un mariage. Ah, Ça, trop j'aime bien. bien. Punaise, j'adore, là, j'ai l'image. Je sais Ouais. pas si tu l'as, attention. Là, je vais peut-être faire un énorme flop parce que combien de personnes je vais perdre dans Avatar à la Mais fin quel du... Ah, punaise, ça y est, je l'ai déjà perdu. À la fin du 1, quand le mec, il décide de plus être humain, mais il décide de vivre directement en Avatar, il y a cette énorme cérémonie avec l'arbre et tout, j'adore. Bref, on Ça revient me fait sur penser ta... à ça. Donc, ce serait un peu moins dramatique, je pense. Mais ouais, et je m'étais dit que j'avais envie de peut-être d'avoir un bunad à Mais cette fête, un peu comme une sorte de robe de mariée, mais que t'as après, puis c'est comme je deviens norvégienne, tout ça, enfin, c'est un beau symbole, je Ah, trouve. mais c'est magnifique. Mais je savais pas si je voulais faire un. Et du coup, il y a bunad et il y a festdrakt. Et festdrakt, c'est pas. En gros, le bunad, il y a vraiment des règles où il faut qu'il soit fait d'une certaine manière et tout ça, avec les couleurs qui viennent de différentes parties de la Norvège et tout. Et festdrakt, en fait, c'est plus genre. C'est un peu libre. Donc, ça ressemble à un bunad. Si tu connais rien, tu vois directement. Tu te dis, bah voilà, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, avec le festdrakt, tu peux faire un peu comme tu veux. Donc, en fait, il y a des gens qui vont ajouter, je sais pas. Justement, moi, je me disais du coup que j'allais faire un festdrakt où je pourrais Peut-être mélanger les régions. exprimer- Ah ouais. exprimer d'où je viens, puisque je viens pas de la Norvège en vrai, Mhm. et que le bunad, normalement, c'est vraiment un truc où tu vas avoir la couleur de là où t'es d'origine, voilà. Et moi, je trouvais que c'était une bonne idée, et j'en ai parlé du coup à mon copain, il m'a dit, bah oui, mais en même temps, je trouve que le festdrakt, ça
ça casse un peu le truc de bunad parce que du coup, le bunad, c'est un truc un peu pas sacré, tu vois, mais il y a toute une culture autour. Et du coup, quand tu arrives avec ton fast track, en fait, tu fais la même chose qu'un bunad, mais c'est pas un bunad, tu suis pas les mêmes règles et tout. Ouais. Il te dit vas-y à fond, quoi. Ouais, lui, il m'a dit, en fait, tout le monde s'en fout que tu sois pas vraiment de la Norvège, je pense. Parce que moi, je m'étais fait tout ce truc où je me dis, pas forcément. Pas légitime. Ouais, tu vois, je viens pas d'ici, en vrai de vrai. Oui, parce que du coup, tu choisis quelle région? C'est ça. En fait, moi, j'ai vécu 3 ans à Trondheim. J'adore Trondheim, mais en même temps, je parle pas le trøndersk. Donc, voilà, j'ai vécu que 3 ans. C'est pas non plus mon voilà. Oslo, oui, je suis d'ici, mais enfin, j'habite ici, mais en même temps, voilà. Et Ole, il m'a dit, tu prends le bunad d'Oslo, tu t'en fous. Enfin, les gens, ils s'en fichent, en fait. Et en fait, voilà, ça m'a fait reconsidérer. Donc, je sais pas encore. Attends, mais moi, je te dis même plus. Je te dis, mais prends celui qui te plaît. Moi, tu vois, parce que moi, là, le 17 mai, j'adore. T'en as vraiment pour les femmes, il y en a tellement de différents. Mais même pour les hommes, il y en a que je trouve hyper classe. Je sais pas encore quelle région c'est, mais je me dis, si un jour, je décide d'en avoir un, je prendrai, je pense, celui où je me sens trop beau dedans, quoi. Et en vrai, je pense qu'on se prend la tête pour rien, qu'il y a beaucoup. C'est vrai ce que tu dis que. Moi, je me dis, en tant qu'étranger, on a cette flexibilité. Ouais, quitte à mettre 4 000 € dans des habits, autant qu'on choisisse l'habit qu'on veut. En plus, les gens, ils sont juste trop contents. Je pense que justement, que tu honores la culture norvégienne, que tu as acheté. Oh là là. On voudra voir les photos. Hein. Ouais. Donc après, tu t'installes en Norvège. Bon, j'imagine que l'intégration se fait très bien. Ouais. Quel aspect de la Norvège t'as tout de suite adopté, t'as adoré? Tu t'es dit, mais ça c'est vraiment chouette et je l'avais pas en France. Je pense un peu de tout, ce qu'il y a en Norvège et qu'il n'y a pas en France. Enfin, tout. Beaucoup de choses en tout cas. Moi, j'adore l'hiver. J'habitais à Trondheim. J'adore. Il fait nuit à 15h l'hiver. C'est génial. J'adorais vraiment les premières années. Alors attends, t'es la première à nous dire ça. Ouais. Qu'est-ce qui plaît dans le fait qu'il fasse nuit tôt? Moi, j'adore la nuit. Je trouve ça génial. Genre, je trouve que la créativité, elle est décuplée. C'est là que tu disais que t'es productive aussi. C'est là que... Ouais. La nuit, c'est comme si t'étais toi-même, mais sans que les autres ils puissent voir. Enfin, je sais pas comment dire. Non, mais c'est une autre version de toi-même, quoi. Ouais. Comme quoi, tout est une question de perception. Non, mais aussi si tu vois la nuit. Au fil des saisons, je suis complètement d'accord. Je trouve que t'es pas dans les mêmes idées, les mêmes émotions, le même. Oui, c'est vrai. Ouais, l'été, c'est vraiment le truc. Tu sais, tu dois tout le temps avoir des trucs de prévus. Tout le monde fait des fêtes, des trucs, des machins. Bon, moi, non, mais je veux dire, t'as plus le truc où tu te dis, il faudrait que je fasse des trucs. Alors qu'en hiver, c'est chill. Genre, il y a personne qui te demande qu'est-ce que t'as fait ce week-end. T'as rien fait puisque c'est l'hiver, tu vois. Au mieux, j'ai skié, quoi. C'est bon, lâche-moi la carte. Non, mais c'est vrai que l'été, t'as plus tendance à dire, faut qu'on soit dehors, qu'on profite d'être dehors. Alors que l'hiver, t'es plus recentré sur toi, à l'intérieur, chez toi. Je peux faire ta musique. Exactement. Tu peux regarder. Mais j'adore parce que je suis d'accord, mais. Je suis d'accord, mais en même temps, ça me pèse. Oui, parce qu'il faut les occuper à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal. C'est le petit côté que j'aime bien à la fin de l'année, c'est de me dire, le soir, c'est cocooning, on est au coin du feu, on passe du temps comme ça à se boire des petites tisanes et à se raconter notre vie et faire des jeux de société. Enfin, c'est vrai que ce côté-là, j'adore. C'est vrai que pour moi, parfois, après, ça dure un peu trop longtemps quand on est au mois de mars. Mais bon, déjà là, il fait au mois de mars, il fait... Ouais, et puis surtout, il fait jour. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que peu importe le temps qu'il va faire, les jours ils rallongent tout le temps à la même période, tu vois. Donc puis il y a des lumières dans les rues et tout, les fenêtres restent ouvertes, il y a pas de volets, donc tu vois, enfin c'est super c'est trop bien. Et moi j'adore quand il fait froid. Quand je rentre en Norvège et qu'il fait genre -15, c'est incroyable. Genre l'hiver quand je rentre en France un petit peu pour Noël et qu'après je reviens en Norvège, moi quand je regarde la météo, je regarde juste pour voir s'il va faire froid. S'il fait -5, je suis deg. Genre vraiment, quand je rentre et qu'il fait -15, -10, -15, déjà -10, -10 c'est le minimum, quoi. Mais -15, j'adore. Et alors à Trondheim, on a eu des -25. Bon, -25, c'était trop. Mais j'aime quand même l'ambiance. C'est-à-dire que c'est trop froid parce que tu sors la main du gant, t'es frigorifié, quoi. Mais l'ambiance du froid, c'est... Ah oui, toi, t'as trouvé ton pays. J'adore. Après, il y a des gens qui me disent, t'es là que depuis 5 ans. Tu verras dans 15 ans. Non, mais je pense que si t'aimes ça quand même au bout de 5 ans, c'est déjà bien. Il y en a qui n'aiment pas dès le début. Moi, c'est vrai que je pense vraiment plus... Nous, la neige, par exemple, c'est un truc hyper important. Ouais. Pareil, l'hiver sans neige, si on va en France et qu'on revient et que c'est pas la neige autour de Noël ou quoi, déprime. Donc ça, la neige, on adore. Mais je pense aussi, pour la longueur de l'hiver, je pense que c'est devenu plus difficile, comme je disais, avec les enfants. Pour savoir les occuper et tout ça, et pas choisir la facilité des écrans ou ce genre de trucs. Et c'est ça qui a rajouté une difficulté, je pense. Donc pour les gens qui nous écoutent et ceux qui pensent peut-être venir,
du moment que tu vois, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, tu as tes activités chez toi et ça te convient très bien. Il y a aussi des gens qui nous ont dit, il faut faire du ski, il faut avoir des activités dehors. Et c'est vrai aussi. Je pense qu'il faut trouver ce qui nous convient. Voilà, après, les gens avec des enfants, c'est là que ça peut être un nouveau paramètre un peu plus délicat. Ouais, mais après, je pense que comme fait Elise, c'est une question de perception. Ouais. Si tu te dis, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce que les enfants, il faut les habiller, c'est des couches, ils sont pas forcément tout le temps coopérants. Mais après, quand tu les vois s'éclater en luge, dans la neige, ils marchent comme des petits astronautes dans la neige, ils tombent et ils rigolent. Enfin, je veux dire, c'est une question de... Puis chaque année, je veux dire, nous, on est dans la toute petite enfance, 3-1, ça va évoluer d'année en année. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je trouve que c'est trop bien, moi, qu'il y ait une différence vraiment très nette entre l'hiver et l'été. Complètement. Où je trouve en fait en France l'hiver c'est déprimant, ça peut être déprimant. Moi je trouve que c'est plus déprimant en France parce qu'en fait c'est exactement la même chose que l'été mais il fait froid et moche. C'est exactement ce que je disais en fait le fait qu'il fasse gris tout le temps, ce temps un peu maussade, voilà. Enfin moi à Paris déjà Paris en plus qu'il faisait gris, enfin il fait gris souvent. L'hiver c'est vraiment pluie et gris, tu vois pas le ciel quoi. Le ciel bleu en tout cas. Et c'est vrai qu'ici, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'hiver avec la neige. Et dès qu'il n'y a pas la neige, ça me rappelle un peu les hivers en France. Et là, ça me déprime un peu. Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir parce que comme tu aimais beaucoup de choses, que c'est plutôt les gens qui nous disent qu'ils leur font peur quand ils arrivent ici. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles pour l'adaptation pour toi ? Je crois que ce qui était difficile, c'était plus que je suis arrivée pendant le Covid. Et que voilà, je suis arrivée en 2020, août 2020. Donc je pense pas que ce soit forcément lié à la Norvège, mais c'était dur pour moi de trouver un travail. Donc moi déjà de base, je voulais étudier directement en arrivant en Norvège. C'est pour ça que je m'étais mis au norvégien à fond parce que je voulais étudier en norvégien dans un programme comme si j'étais norvégienne quoi. Et en fait j'ai pas pu passer les tests parce que les frontières étaient fermées et donc j'ai pas pu commencer à étudier en arrivant. Donc ça c'était un peu dur parce que je me suis dit bon là. Je vais vivre dans un pays, donc on n'habitait pas ensemble avec mon copain. On habitait à 1 minute à pied l'un de l'autre, mais on n'habitait pas ensemble. Moi, j'étais en colocation. Enfin, on était tous les deux en colocation. Et en fait, je me suis dit, là, je vais dans un pays où il y a personne qui m'attend, à part lui, mais lui, il a sa vie. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être collée, quoi. J'ai envie de faire ma vie. Et en plus, même pas d'université, même pas de rien, quoi. Ah oui. Et là, je me suis dit, bon. Et en même temps, je me dis tout le temps, si ça fait peur, mais que c'est excitant quand même, c'est que c'est le bon choix, quoi. Faut pas que juste ça fasse peur et que tu dises oh non, j'ai pas envie du tout d'y aller. Mais si ça fait peur, mais que t'es là en mode waouh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière, c'est cool. Mais au début, c'est vrai que en plus moi j'avais que fait de l'acting avant, donc j'avais été comédienne, mais j'ai l'impression que ça valait rien, quoi, quand je cherchais un autre travail, quoi. Je me disais moi je sais rien faire en fait. J'ai jamais étudié, donc en France parce que moi à l'école je voulais plus en entendre parler. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit truc de confiance en moi où j'étais là, bon, du coup, qu'est-ce que je fais, mais quoi. ensuite, Bon, j'avais de la chance d'avoir des colocs avec qui je me suis trop bien entendue dès le début et tout ça. Donc, eux, ils avaient beaucoup de cours à la maison aussi parce que, il y avait, les universités étaient fermées et tout ça. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même. Le fait que, du coup, on était beaucoup à la maison, donc on est devenus proches, tous ceux qui habitaient ensemble, là où je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu... qui disent que les Norvégiens, ils peuvent être un peu pas fuyants, mais voilà, ils ont leur vie. Chacun fait sa vie, même en coloc. Exactement. Alors que là, nous, c'était pas huis clos, mais limite. Donc ça, je pense que ça m'a aidé. C'était des Norvégiens ou des étrangers? Ouais, c'était des Norvégiens. On avait fait exprès avec mon copain de choisir un truc que de Norvégiens. Moi, de toute façon, je voulais être qu'avec des Norvégiens. Donc lui, il avait visité les appartements pour moi, parce que du coup, moi, je pouvais pas venir en Norvège pour visiter. Donc c'était lui qui était allé à mes visites et tout ça. Et il m'avait choisi. Il y avait 2 étages dans la maison là où j'étais. Et l'étage du bas, il y avait plus d'étrangers. Et du coup, il m'avait dit, je pense que l'étage du haut, c'est mieux. Donc, j'étais allée dans l'étage du haut. Il y avait une fille qui n'était pas norvégienne, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Et non, mais voilà. Mais ouais, c'était plus pour trouver un travail, quoi. J'allais avec mes petits CV dans les bars. Moi, je voulais travailler dans les bars. J'avais ce truc de, tu sais, l'actrice qui retourne aux sources, quoi. Moi, j'étais là, en fait, genre, depuis le début de ma vie, j'avais gagné beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, mais quand t'as 17 ans, 18 ans, 19 ans, que tu vis chez tes parents, que t'as 0 frais et que t'es payé pour faire des films, c'est beaucoup d'argent. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. Si t'en fais ton métier, c'est pas du tout beaucoup d'argent si tu divises par le nombre de mois qu'il y a un loyer, tout ça. Mais pour moi, c'était énormément d'argent. Et en fait, je me suis dit, moi, je connais pas la vie. Enfin, genre, je fais un truc que j'adore, je comprends pas pourquoi je suis payée pour faire ça. C'est trop bien, je passe à la télé et en plus, je gagne beaucoup d'argent pour moi.
Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne la vie, quoi. Donc je me suis dit, je vais travailler, je vais travailler dans un bar, je vais avoir comme La La Land, quoi. J'étais. Et quel a été ton premier emploi alors? Bah alors voilà, il y avait personne qui avait besoin de moi en fait parce que c'était le Covid. Donc moi j'allais avec mes petits CV, voilà, j'étais là ouais, en plus je parle norvégien machin. Et il y a même un bar, je sais plus comment ça s'appelle, ils m'ont utilisé, je pense que c'était fait exprès. En gros, ils m'ont dit ouais, on te prend genre 2 soirs en essai quoi. Moi, j'étais trop contente et tout, donc je suis allée 2 soirs. En plus, j'ai reçu plein de pourboires et tout, mais les pourboires, c'est pas en liquide en Norvège, c'est sur les cartes. Donc au final, c'est eux qui touchent les pourboires. Et au final, j'ai fait 2 soirs et j'ai plus jamais entendu parler d'eux. Donc j'ai jamais été payée. Oh, j'ai jamais. Et je pense en fait, je sais pas, mais je pense qu'ils avaient besoin de renfort ou je sais pas quoi. Alors que moi, j'étais à fond. Mais vraiment, je vous jure, j'étais à fond. Je montrais, genre, je savais qu'ils allaient. Enfin, dans ma tête, je me disais, genre, ils vont me tester, donc faut que je me rappelle de tout, faut que je sois super. Puis je parlais bien norvégien, mais il y avait plein de trucs quand les gens ils commandaient, je comprenais rien et tout. Mais ça me choque pour la Norvège qu'ils t'aient pas recontacté et qu'ils aient pas fait les choses dans les. Jamais, règles. j'ai jamais été payée de ce truc et tout. Non, mais comme quoi, tu vois, il y a aussi parfois des histoires. Ah bah oui. Donc voilà, donc après je me suis dit bon, je vais m'inscrire sur un site pour garder des enfants. J'adore les enfants, mais je voulais pas faire ça parce que je me suis dit bah avec des enfants, je vais pas trop apprendre à parler. Moi, je voulais parler quoi. C'était vraiment mon but. Et puis rencontrer des gens de mon âge aussi pour me faire des amis. Voilà, c'est vrai que quand tu déménages, que tu connais personne et que tu vas pas à l'école et que tu t'es vraiment seule quoi, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai commencé à garder des enfants et en fait, j'ai rencontré une famille. Donc les 2 familles chez qui j'ai gardé des enfants. Je les ai beaucoup aimés, mais il y en a une, c'est devenu ma famille en Norvège, quoi. Je vais plusieurs fois par an chez eux, je reste 10 jours, je suis avec les petites et tout, et ils sont incroyables. C'est les gens les plus généreux que j'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire, moi, quand les gens disent les Norvégiens sont froids, les Norvégiens, moi, je dis, moi, je n'ai jamais rencontré des gens comme ça. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens incroyablement ouverts. Genre, eux, ils sont vraiment, alors eux, c'est un autre niveau, quoi. C'est vraiment, avec Ole, des fois, mon copain, du coup, on allait se balader par chez eux. Et puis on allait dire bonjour, des fois, genre juste on toquait, quoi, pour dire bonjour. Ils étaient là, ah bah ils étaient en train de préparer à manger, rester manger. Enfin, il y a tout le temps à manger, il y a tout le temps un endroit où dormir, tu peux ramener n'importe qui. Enfin, ils sont incroyables. Et du coup, au final, ce truc que je voulais pas faire de base, bah ça m'a donné une famille, quoi, à Trondheim. Trop bien. C'était incroyable. Et je me suis inscrite sur des sites pour enseigner les langues. Je me suis dit, bon, j'ai déjà enseigné l'anglais et tout. C'est pareil, le norvégien, bon, je parle bien, enfin j'avais passé mon test B2 et tout, j'étais pas du tout bilingue ni rien, mais je me suis dit quelqu'un qui commence, vu que j'ai appris toute seule, je vais pouvoir les aider. Si t'as vraiment un niveau 0 quoi. Trop bien. Donc je me suis dit bah je verrai, il y a sûrement personne qui va vouloir de moi parce que voilà, mais je vais m'inscrire. Et en fait j'ai eu mes premiers élèves, j'ai adoré préparer mes cours et tout, et au final c'est mon métier maintenant. Donc j'ai fait des cours de norvégien, j'ai aussi enseigné le français. J'ai eu quelques cours d'anglais, mais en fait, l'anglais, je suis nulle à enseigner. Je parle très bien, mais je sais pas comment enseigner. Et je suis pas très intéressée, je crois, par apprendre comment ça fonctionne et tout. Le français, pareil, c'est très dur. C'était le norvégien que t'aimais enseigner. Le norvégien, c'est direct, ça que même quand t'étais pas encore bilingue. Ouais. C'est incroyable. Mais je préparais mes cours, il fallait pas qu'il y ait une question qui sorte, quoi. J'étais là, vraiment, s'il me pose une question qui sort de mon cours, je suis un peu dans la merde quand même, parce que je sais pas si je vais savoir y répondre. C'est hyper dur d'enseigner une langue qui est pas la tienne, parce que toi après on va continuer d'en discuter, mais peut-être est-ce que tu avais l'approche quand même académique de l'enseignement avec la grammaire et tout à ce moment-là ou... Pas trop, mais comme j'avais appris toute seule, je savais comment enseigner en fait, parce que j'avais été ma propre prof, on va dire. Bien oui. Donc, et puis tu as appris d'une certaine manière, on va en parler. Ouais. Mais du coup, j'imagine que t'as enseigné aussi de la même manière que tu as appris. Ouais, et j'ai dû beaucoup apprendre parce qu'en fait, ça marche pas avec tout le monde. Enfin, maintenant, j'ai adapté mes méthodes pour voilà que ça fonctionne. Mais quand j'ai commencé, c'est vrai qu'en fait, je donnais des devoirs à faire. Les gens, ils étaient là, mais c'est impossible. Enfin, parce qu'en fait, moi, je faisais ce que j'avais fait avec moi-même. C'est-à-dire que moi, j'apprenais des passages de livres par cœur. Enfin, je veux dire, c'était trop bien. Moi, j'adorais faire ça. Je me disais, mais si tu fais ça, tu vas devenir trop fort. Mais en fait, les gens, c'était pas du tout adapté. Bah ouais, ils me disaient, mais moi, je vais pas. Enfin, je flemme d'apprendre le passage d'un livre, quoi. Ils se demandaient qu'est-ce que c'était que ce truc. Donc, en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est pas parce que ça a marché avec moi que ça marche avec tout le monde. Et qu'après, il faut apprendre à s'adapter. Et ça, c'est un des trucs les plus importants que j'ai appris en enseignant le norvégien. C'est que certes, j'ai appris à expliquer la grammaire et tout ça, mais j'ai surtout appris que tout le monde fonctionne différemment. Et c'est ça qui est trop intéressant et qui m'a trop intéressée dans le métier, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu as un nouvel élève,
c'est une nouvelle façon de faire. Alors après, maintenant, voilà, j'ai des méthodes qui fonctionnent à peu près avec tout le monde. Et après, tu peux utiliser différents supports de différentes manières pour que ça fonctionne. C'était ça, je crois aussi que j'ai adoré, c'était le fait d'adapter. Et puis moi, ça me faisait progresser en norvégien aussi d'enseigner. Et ça m'intéressait énormément aussi parce que je me disais, en fait, moi, ça me donne une motivation, c'est-à-dire que j'avais un élève. Ouais, c'est un win-win. Et j'avais un élève qui est devenu super fort assez vite, donc il avait des facilités aussi et tout. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais là, soit moi, je me mets un gros coup de pied au cul et je deviens vraiment beaucoup meilleure, soit je lui dis, faut qu'il trouve un autre prof, parce qu'en fait, il est moins fort que moi. L'élève surpasse le maître. Il est moins fort que moi, mais de là à ce que j'arrive à lui apprendre assez pour qu'il continue à progresser. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Mais en fait, tu racontes notre histoire, là, non, Elise? Exactement. Non, mais juste, je sais qu'on va aborder cette partie-là maintenant, mais tu me replonges une fois de plus dans certains souvenirs. J'avais des films qui m'ont hyper marqué, je pense aussi autour de l'adolescence tardive, on va dire, fin de lycée. Par exemple, American Beauty. C'est un film, je sais pas si tu l'as déjà vu, moi je l'adore, et aujourd'hui je pense qu'il résonne encore avec moi, et c'est pour ça que je me pose certaines questions encore aujourd'hui. Je connais par cœur un speech qu'il y a du père à la fin du film. Et donc c'est trop drôle parce que ça fait partie des trucs comme ça, où il y a ce double aspect, la langue, plus le contenu qui résonne complètement avec toi. Et je fais déjà une transition vers la suite, mais dans le contenu de tes vidéos qui revient, je trouve, notamment sur Instagram, tu dis, voilà les livres que j'ai lus en ce moment, et pourquoi j'ai bien aimé, et pourquoi c'est aussi bien pour apprendre la langue, ou pareil avec les films, et les musiques d'ailleurs aussi, donc c'est rigolo, là aussi ça résonne. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à créer un compte Instagram et une chaîne YouTube qui traite d'apprendre le norvégien, en fait? Ouais. Quand j'y repense, je sais plus exactement ce qui m'est passé par la tête, mais bon, j'étais comédienne, donc j'ai toujours bien aimé la vidéo et tout ça. Je suis créative, voilà, j'aime bien, et puis entrepreneuse. J'entreprends des choses, quoi. Voilà. J'aime entreprendre des choses. Et ce qui m'a beaucoup frustrée quand j'étais comédienne et pourquoi j'ai décidé d'arrêter finalement, c'est qu'en fait, tu décides de rien. Je veux dire, t'arrives, il y a un casting, et c'est quelqu'un d'autre qui va dire si oui ou non tu viens dans le projet. Et moi, c'est vrai que ce qui me manquait, c'était ce côté où je fais mon projet de moi-même, quoi. Ouais, c'est moi qui décide si je le fais ou si je le fais pas. Et en fait, je pense qu'avec les vidéos, j'avais vachement ça. Mais en fait, quand j'ai déménagé en Norvège et que j'avais pas de travail et tout ça, j'ai commencé la couture. Je sais que ça part de loin, vous allez voir. Non, ça met pas trop de temps à arriver au but. J'ai commencé la couture, et quand j'ai commencé la couture, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre la couture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui enseignaient la couture, mais qui faisaient aussi des vidéos qui étaient belles. C'est-à-dire, c'est pas juste genre là tu couds ça, là tu couds ça. C'était aussi genre il y avait la musique, il y avait ils montraient voilà un vlog où elle coud une robe, et puis elle va montrer sa pause déjeuner, ce qu'elle mange au déjeuner. Tout ça, c'était un petit genre blending, un mélange du lifestyle et aussi apprendre quelque chose. Et j'ai adoré, je trouvais que c'était incroyable. Et petit à petit, j'ai trouvé de plus en plus de chaînes sur la couture et tout ça, puis j'ai commencé à bien aimer regarder aussi comment le contenu était fait et tout ça, mais je pense que c'était un peu sans vraiment que je sois consciente de ça. Sans une idée derrière la tête. Non, pas forcément à ce moment-là. Et après, j'ai continué du coup d'enseigner le norvégien, et j'avais de plus en plus d'élèves, et je me suis dit, ce serait super cool d'avoir plein d'élèves, quoi. J'aimais trop. Et en plus, je pense que j'avais besoin d'un projet créatif, j'avais besoin de créer, et il y avait rien trop qui existait pour apprendre le norvégien en ligne. Enfin, toujours aujourd'hui, il y a des trucs, mais je sais qu'avec le français, par exemple, il y a des chaînes YouTube pour apprendre le français qui sont incroyables. C'est super créatif, il y a des vlogs, des trucs, enfin, il y a plein de choses. Et pour le norvégien, bon, il y a rien, quoi. Enfin, il y a rien. Il y a très peu. Ouais. Et ce qu'il y a généralement, c'est pour vendre des cours derrière. C'est-à-dire, il y a très peu de créateurs de contenu qui sont là vraiment pour créer le contenu et pas juste pour vendre quelque chose. Après, forcément, tu te mets à vendre des trucs au bout d'un moment, mais je veux dire, si au début, tu as l'amour de la vidéo, c'est vrai que tu crées du contenu qui est différent. C'est pas le même rendu. Voilà, c'est différent que si juste tu fais un truc pour faire de la publicité, qui est très bien aussi, mais c'est juste que c'est deux choses différentes. Et donc, je m'y suis mise, je sais plus trop comment, mais en tout cas, je me rappelle que quand j'ai commencé, je me suis dit, c'est incroyable, c'est-à-dire que ces vidéos-là, je peux mélanger
tous mes intérêts. En fait, depuis le début de ma vie, Bah dès que oui. je commence un nouveau truc, tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fous? Genre, Tu pars toi, dans tous les sens. tu pars dans tous les sens, faut que tu suives un truc. Je me rappelle, mes profs, ils étaient là, mais tu papillonnes. Genre, tu te mets à faire des trucs différents. Mais moi, dans ma tête, il y a toujours eu un fil rouge Ouais. que je peux pas mettre de mots dessus, mais je sais que ça suit qui je suis, je sais pas. Je sais que ça fait sens pour moi. Et en fait, avec les vidéos, j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose où je peux utiliser tout ce que je Bah suis. ouais. Parce qu'il y a un Et- peu d'acting, il y a l'apprentissage de la langue, il y a la créativité. Exactement, les chansons. Moi, je fais de la musique aussi, donc des fois, je fais des ouais. petites reprises de chansons où je traduis des chansons. Je le fais pas trop parce que ça demande beaucoup de temps Ouais. de préparer ça, mais j'aimerais bien le faire plus. Tu peux faire des vlogs de voyage, tu peux tout faire. Tu peux rencontrer des gens, ça te permet de rencontrer des gens, comme vous avec le podcast. Tu peux contacter des gens sous prétexte, c'est vraiment ça, mais Mhm. tu as un projet et du coup, Mhm. tu vas pouvoir rencontrer des gens. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est trop bien. D'ailleurs, je rebondis parce que à la base, tu t'es présenté juste en prof de norvégien Ouais. sur ta profession, mais je me rappelle que dans ton formulaire, tu as mis créatrice de contenu. Oui, c'est vrai. Et il y a quelques années, j'aurais peut-être fait partie de ce groupe qui se dit ah ouais, ou tu sais, parce que la confusion déjà, créateur de contenu versus influenceur. Déjà, Ouais. je pense que maintenant, il faut bien faire la différence entre l'un et l'autre. Mais maintenant, via le podcast, on est aussi amené, nous, à faire une certaine création de contenu. Ouais. Et maintenant, je me rends compte combien c'est du travail, quoi. Combien Ouais. c'est du boulot. Ouais. Donc, vraiment, c'est pour ça que je veux remettre en avant. Tu fais aussi, ta profession, c'est aussi de la création de contenu, et en plus du sacrément bon contenu. Parce que c'est ça qui m'a direct interpellé, c'est que, en fait, je pense que rapidement, j'ai perçu, contrairement à d'autres où ça va être du contenu parfois très spontané, toi, je trouvais qu'il y avait direct, toi, ta personnalité, un certain setting, certaines choses que tu voulais véhiculer, notamment dans l'apprentissage de la langue, mais aussi un peu de la culture. Moi, ça a été d'abord Instagram, d'ailleurs, là où je t'ai découvert. Mais ça me semblait très Travailler. très bien, très travaillé, ouais. Et en même temps, Très hyper travaillé toi, et très quoi. naturel. Ouais, voilà, à la c'est ça, fois. ouais, très inné. Ouais. Ah bah ça me fait trop plaisir parce que moi des fois justement je vois ça chez les autres, tu sais, je me dis elle fait du contenu, c'est incroyable, genre on voit trop sa personnalité et tout. T'as toujours l'impression, moi je me dis je sais que c'est bien ce que je fais, je suis fière de ce que je fais, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque des trucs. Bah, j'imagine. Bien sûr. C'est la difficulté de ce métier-là aussi, de Ouais. voir ce que font les autres toujours et de se remettre en Ouais, question. après tant que tu t'inspires de ce que font les autres et que tu l'utilises comme une motivation Ouais. et pas genre voilà, moi je me dis pas c'est nul ce que je Ouais, fais, ouais, ouais. mais c'est vrai que de me dire qu'en fait ça que vous peut-être vous voyez dans mon contenu ce que moi je vois dans le contenu Eh des oui, autres. bah oui, Bah, bien sûr. Et du coup, ouais. c'est vrai que C'est plus difficile, je trouve, Ouais. de se juger soi-même. Et du coup, comment s'appelle ton compte Instagram et ta chaîne YouTube? mon Instagram et YouTube, c'est Norwegian with Elise. J'ai essayé de trouver d'autres choses, honnêtement. J'avais envie de trouver un truc bien, mais en fait, pour que ce soit clair, que tu fais du norvégien, que c'est avec moi et tout, en fait, Bah oui. c'est le mieux. Donc voilà, et puis au final, maintenant, voilà, c'est ma brand. Et puis... Qu'est-ce qui rend ta Ouais. méthode unique, tu dirais? Parce que j'ai l'impression que tu as quand même une façon d'enseigner qui est différente, un peu plus ludique. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, les gens accrochent avec... D'ailleurs, j'en profite pendant que tu prépares ta réponse pour montrer un petit peu, j'espère que ça se Ah oui. voit un peu à la caméra, Je peux le montrer si tu veux Ouais, sur je veux bien. sur mon plan. parce que ça J'aurais fait dû partie en de ta emmener. méthode de travail. Ouais, toi, tu les as même reliés et tout, non, Ouais. peut-être. Bah, au moins, on a ça. Ça, c'est peut-être plus récent, mais du coup, ta méthode, tu dirais que c'est arrivé comment? Bah, je pense que déjà le mix de... Bon, le fait que je viens d'une phobie scolaire et tout ça, c'est sûr que ça m'affecte dans le sens où j'ai pas envie de faire ce qui m'a fait souffrir, quoi, on va dire. Mais je pense aussi que le fait que j'ai appris toute seule, en vrai de vrai, je pense que c'est ça, parce que j'ai appris toute seule selon un peu... Enfin, de manière instinctive, on va dire. Et c'est vrai que tout au début, quand on me demandait comment t'as appris le norvégien, je me rappelle que j'étais là, je sais pas, en fait. Parce que j'ai pas calculé. Je faisais des choses qui me semblaient bien pour moi à ce moment-là. J'avais besoin de travailler sur ça, je travaillais sur ça. Et c'était vraiment... je pensais pas à... Je vais utiliser cette méthode de ce professeur, machin. J'ai jamais rien lu, tu vois, sur les méthodes d'apprendre une langue et tout ça. Et je pense qu'en fait... Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai voulu faire un mix de moi, comment j'avais appris, et ce que je voyais que les gens avaient besoin, et ce que je voyais qui motivait les gens. C'était dans un autre podcast, on avait dit ça. En fait, c'est moi, j'ai fait la méthode, genre, imaginons qu'on compare à un sportif, tu vois. Moi, je me suis mis à fond dedans, c'est-à-dire j'avais tout mon temps, j'avais pas besoin d'argent, je vivais chez mes parents, donc j'avais
un champ clair de possibilités, on va dire, et je passais tout mon temps à faire ça. Si tu compares à un sportif, genre je me levais le matin, je mangeais tout bien, je dormais tout bien, je faisais du sport, j'avais une sorte d'instinct qui faisait que je savais à peu près ce qu'il fallait que je fasse, j'étais à l'écoute de mon corps et tout. Mais c'était extrême, quoi, comme apprentissage, on va dire. Et après, moi, je me retrouve avec des gens qui ont des enfants, qui ont un travail, qui n'ont pas forcément les facilités que moi que j'ai pour apprendre les langues. Et il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui fonctionne aussi pour eux, mais sans tomber dans le truc tout scolaire, c'est-à-dire en adaptant moi comment j'ai fait pour que eux, ça se trouve, leur but, moi, mon but, c'était de gagner les Jeux Olympiques, on va dire, enfin, genre de parler comme un Norvégien, quoi, c'est ça que j'ai toujours eu comme but. Et eux, leur but, c'est de pouvoir aller courir le dimanche 2 heures, tu vois. Et en fait, il n'y a pas un but qui est mieux que l'autre, c'est juste des buts différents, et il faut arriver à donner à la personne ce qu'il a besoin pour atteindre son but, et pas plus. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup ce truc de penser que les gens avaient envie de parler parfaitement et tout ça, et de mettre l'accent un peu sur des trucs qui n'étaient pas si importants que ça, qui pour moi étaient super importants, mais pour les gens, c'est pas très important. Et en fait, il faut apprendre à rebalancer tout, quoi. Et ça, pour moi, qui suis très perfectionniste, on va dire, et très à fond quand j'aime quelque chose, en fait, faut s'adapter. C'est trop drôle parce que c'est vraiment l'approche des langues qu'on avait qui était assez différente, toi et moi. Quand on apprenait l'espagnol, qu'on habitait en Amérique latine. Oui, t'en avais Alban, parlé. il était faisait très attention à la prononciation, à pas avoir l'accent fort français et tout. Ouais. Et moi, je parlais. Moi, l'important, c'était qu'on me comprenne et que je les comprenne. Et j'y allais, je faisais des fautes. J'étais avec mon accent super fort français. Mes collègues panaméens, ils m'imitaient avec mon accent en disant... Parce que parfois, je lâchais des petits mots français en plus entre certaines expressions. Le fameux punaise. Il y avait mon collègue Ivan qui me disait « Punaise, Ivan !» Il m'imitait quand je disais ça. Tu leur as appris des mots. Ouais, voilà. Mais Alban, lui, il avait le poil qui se hérissait quand il m'entendait dire des trucs comme ça. Il me disait, non, mais Lucie, oh là là. Attends, mais j'ai une anecdote magique parce que du coup, on était vachement exposés, en tout cas à l'anglais l'un de l'autre pendant le Covid. Et on était exposés à l'anglais l'un de l'autre. Ça veut vraiment dire Ça genre, fait déjà- on travaillait obligé. On travaillait vraiment on l'un à avait ce côté de grand l'autre. bureau là dont on a déjà parlé. Et moi, un jour, elle est en réunion, puis Lucie crie de base quand elle est en réunion. Et j'étais à côté. Et là, elle dit Fred, you need to dial in the numbers. You need to dial in the numbers. Et là, je fais dial in, il va jamais comprendre. Ça veut dire quoi? Mais moi, je comprends Ah pas. ben voilà. Dial in. Et là, moi, j'étais mort parce que je me suis dit, je trouve que parfois, tu vois, je faisais le test, je fais, là, s'ils comprennent, ils sont forts. Hein. Ouais, mais tu vois, je pense qu'ils se sont habitués à mon accent et à mon Non, mais là, truc. c'était pas passé quand même. Je tiens à terminer l'anecdote, ça n'était pas du tout mais passé. c'est que moi, je dis toujours qu'il y a une différence quand même entre l'accent et la prononciation. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est-à-dire que tu peux avoir un mauvais accent, c'est pas grave, mais si tu prononces mal, c'est très fatigant d'entendre quelqu'un parler. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un parler français, parce que ça le fait beaucoup en fait quand on voit ça, le propre langue. Oui. Tu entends quelqu'un parler français qui fait les uns, les en, les on, pas les bons. En fait, au bout de 10 minutes, t'es là en mode. Sur en ta fait, langue tu dois maternelle, tout c'est encore plus traduire. dur. Ouais. C'est là que tu te rends compte. Parce qu'en fait, si Dans c'est une l'autre langue sens, que t'as bien sûr. apprise, tu vas les plus, Norvégiens, c'était pas leur langue maternelle, donc peut-être qu'ils me comprenaient un peu. You non, need to mais dial c'est in. presque. Non, Ouais, mais trop drôle, mais je suis d'accord avec toi, et pour le coup, je pense que j'avais ni la prononciation, ni l'accent correct. Parce que la prononciation, c'est quand même un peu important, parce que t'as vraiment des mots qui veulent vouloir dire des choses différentes quand tu prononces pas bien. Et aussi, ça peut être un peu fatigant. Bon, c'est un peu méchant, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est clair. peut Ça être demande un fatigant. effort pour la personne en face. Exactement, en tout cas. ouais. T'as trop raison. Et tu parles souvent d'apprendre sans se sentir nul. Comment fais-tu pour accompagner tes élèves dans ce sens? Chacun progresse à sa vitesse, quoi. Et puis le plus important, c'est de pas arrêter. En fait, apprendre une langue, c'est comme le sport. Moi, je me suis mise au vélo, là. Et en fait, tu sais que la seule manière de devenir plus fort, c'est de jamais arrêter. Enfin, jamais. Et en fait, si tu démotives quelqu'un, il va arrêter et du coup, il va pas progresser. Et je pense que c'est ça, c'est de célébrer les victoires aussi. Puis après, c'est aussi à moi de me remettre en question quand il y a quelqu'un qui progresse pas ou qui avance pas assez et tout ça. Alors oui, c'est de sa faute, entre guillemets, parce qu'il travaille pas assez en dehors. Mais s'il travaille pas assez en dehors, il y a peut-être aussi des raisons. Peut-être que ce que je lui donne à faire, c'est pas forcément bien pour lui, qu'il est pas motivé par ça. Peut-être que
c'est pas exactement ce qui l'aiderait le plus et tout ça. Donc aussi, je pense que c'est important de pas se dire que c'est forcément la faute de l'apprenant. Et ça, j'ai beaucoup appris avec la France. C'est que en France, même quand j'étais au conservatoire de théâtre, je sais que mon prof de théâtre, il nous mettait vachement, il remettait vachement la faute sur nous en mode mais vous travaillez pas assez et tout ça. Et en fait, un jour, je me suis dit mais en fait, on comprend pas ce qu'il faut qu'on fasse. On comprend pas en fait ce qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire que tu nous dis qu'on travaille pas assez, mais nous, on sait pas trop où est-ce qu'il faut qu'on aille. Et ça, je pense que c'est super important de se dire que c'est pas forcément, et d'ailleurs, souvent, c'est pas la faute de la personne qui apprend, surtout dans mon contexte à moi où je donne des cours particuliers. C'est-à-dire que c'est les gens qui viennent vers moi pour apprendre. Je veux dire, j'ai pas une classe de 30 avec des gens qui sont obligés d'être là. C'est des gens qui me contactent parce qu'ils ont envie, qui dépensent leur argent pour apprendre. Donc, s'ils progressent pas, c'est vraiment que faut que moi, je pense à une autre manière de les aider. Je trouve ça génial que tu aies cette approche de se remettre en question et de ne pas mettre la faute sur l'apprenant, parce que moi, j'ai eu pas mal de profs particuliers dans ma vie et je pense que tous n'avaient pas cette approche. Je trouve ça hyper bien que tu te dises qu'est-ce que je peux faire pour le remotiver ou l'aider dans son apprentissage, quoi. Bah après, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Enfin, tu vois, si tu prends pareil un athlète, imaginons, tu es coach d'un athlète. Oui, si tu veux l'entraîner pour les Jeux Olympiques, s'il progresse pas, tu vas pas juste lui dire t'es nul, tu t'entraînes pas. C'est-à-dire, en fait, si je vois que tu t'entraînes, il faut qu'on change la méthode, tu vois. Enfin, c'est un peu le b.a.-ba, je trouve, de. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi quelque part, toi, en tant que professeur, c'est d'être consciente de voir s'il y a des cues qui veulent dire oh bah là, ça marche, ça marche pas, qu'est-ce que je peux changer. Mais c'est aussi essayer de donner à l'élève cette liberté de dire voilà ce qui marche pas. Ouais. Et en fait, moi, j'ai recommencé des cours de norvégien un peu avant qu'on se rencontre la dernière fois et on avait eu un peu cette conversation. Et je me suis dit, mais en fait, il faut aussi que j'insiste sur ce qui marche pour moi et ce qui marche pas. Et en fait, c'était, tu vois, ne serait-ce que de mettre des mots là-dessus, c'était notamment un peu grâce à notre conversation. Elle aussi, bien sûr, est réceptive, donc tant mieux. Mais une fois de plus, on a tous hérité d'un enseignement français. On ne se demande pas comment tu vas apprendre. C'est comme ça et c'est à toi de t'adapter. Donc, c'est hyper important de déjà changer cet état d'esprit où aussi, en tant qu'élève, il faut dire, ça, je pense que moi, par exemple, j'aime trop écrire des phrases sur ce que j'ai fait le week-end dernier, les petits week-ends, les petites vacances, les machins et tout. J'apprends davantage. Voilà, les journaux que tu fais. Plus que j'ai aussi besoin de l'approche académique. Mais enfin, voilà, je voulais juste dire. Et pareil dans l'entreprise, quand tu dis, en fait, là, le prof de théâtre, on comprenait pas ce qu'il attendait. Et je trouve que dans les grosses boîtes, c'est tellement ça, quoi. Parfois, tu te retrouves avec une mission par-ci, par-là et tout. Et en fait, personne se dit, mais soit j'ai pas compris, qu'est-ce que tu attends vraiment? Enfin, tu vois, c'est hyper important de poser ces questions. Mais et j'ai l'impression des fois que ça fait peur en tant que prof, on va dire, t'as envie que les gens, ils y arrivent sans que tu leur donnes les clés pour qu'ils y arrivent, des fois. C'est-à-dire, genre, moi, je me rappelle quand j'avais des contrôles de maths, par exemple. Des fois, on leur demandait, mais vous pouvez pas nous donner des exemples de trucs qu'on va pouvoir faire? Bah non, parce que ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Mais en fait, c'est pas que ce serait trop facile, c'est que comme ça, je sais ce que je dois faire. Enfin, c'est vraiment débile de pas me donner un exemple alors que ça m'aiderait. Enfin, du coup, là, je suis dans le flou. Et je pense qu'il y a ce truc aussi où quand on est prof et que du coup, pour nous, c'est facile, entre guillemets, on se dit que pour les autres aussi, c'est facile. On s'imagine en tout cas pas à quel point la personne elle peut être perdue. Et ça, c'est important que les élèves le disent et c'est important que l'élève il fasse partie du... Il est aussi son propre professeur en vrai de vrai. Moi, quand je donne mes cours, le mieux, c'est que on travaille sur ce que toi, tu as travaillé, sur tes questions, sur tes trucs. Et après, moi, je suis là pour guider quand il y a besoin de guider. Mais je dis tout le temps, moi, si toi, tu es ton propre guide, c'est trop bien. Et moi, je suis là pour t'aider, tu vois. Je suis là pour répondre à tes questions, pour te motiver aussi, parce que tu sais que tu as un cours par semaine. Donc, du coup, tu vas plus travailler. Il y a beaucoup de gens pour qui... c'est ça, en fait, la raison pour laquelle ils prennent des cours aussi. C'est pour la rigueur, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas juste moi, je te dis quoi faire et toi, tu fais. Est-ce que tu as eu des retours d'élèves ou de followers qui t'ont touché? C'est toujours super dur de se rendre compte, en fait, quand on fait des trucs sur les réseaux sociaux, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, les gens regardent mes vidéos, donc je sais. Mais il y avait quelqu'un un jour qui m'avait dit, je me suis remis au norvégien, donc il avait appris il y a quelques années. Et en fait, après avoir regardé mes vidéos, il s'était remis et il avait pris un billet d'avion pour Oslo. Il avait dit, là, ça y est, je vais à Oslo dans 2 semaines, j'y retourne et tout, pendant un week-end, machin, ça m'a trop redonné envie. Et je m'étais dit, waouh, c'est vraiment, là, c'est même pas que la langue, quoi. C'est vraiment ça... Il reconnecte avec la culture. Avec la culture. Et je me suis rendu compte,
en étant sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce truc que moi j'ai eu en me sentant chez moi en Norvège et tout ça. Moi, au début, tu sais, tu te penses un peu seule, enfin, pas dans le sens forcément négatif, mais aussi genre, ouais, genre, moi, j'ai cette connexion avec la Norvège et tout. Mais en fait, il y a plein de gens. Et ça peut être avec plein d'autres pays aussi. Et on entend beaucoup, en tout cas, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent justement que c'est dur d'être en Norvège en tant qu'expatrié, machin. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, des gens qui me suivent aussi, qui ont le truc inverse, où ils sont là en mode j'ai une connexion avec la Norvège que je sais pas expliquer. Et ça m'aide en fait de te voir aussi parce que ça les inspire. Et moi, quand j'ai commencé les réseaux, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Tu vois, je suis pas norvégienne, voilà. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient que je parle super bien et tout, ils se disent, mais moi aussi, je peux le faire. Et c'est super inspirant. Et donc, ouais, j'ai des retours comme ça avec des gens qui me disent qu'ils ont reconnecté, entre guillemets, avec cette attirance qu'ils ont avec la Norvège. Et aussi, j'ai une vidéo sur YouTube où j'explique tout comment j'ai appris le norvégien, qui a explosé, qui a 1 million de vues et tout. Et là, j'ai énormément de retours de gens qui m'ont dit, donc qui apprennent le norvégien ou une autre langue, parce que cette vidéo était en anglais, donc il y a des gens aussi qui apprennent d'autres langues qui l'ont regardée, et qui m'ont dit, mais ça m'a ouvert sur une autre manière d'apprendre. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment que quand j'ai fait cette vidéo, moi, je me suis dit, bah, c'est un peu boring, franchement. Et en fait, je me rendais pas compte de l'impact que ça peut avoir. Que les gens ne prennent pas le recul, la liberté que tu leur offrais avec cette vidéo. Négatif, tu vois. Ouais. Mais qu'en fait, on est tellement... En fait, c'est vrai, genre... Dans le système quand tu veux apprendre une langue, ouais, exactement. Quand tu veux apprendre une langue, t'as niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2. Et en fait, c'est tout ce qui existe. Donc, c'est pas leur faute. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Mais je me rendais pas compte à quel point il manquait de créativité dans ce milieu-là. Genre, pas les gens manquaient de créativité, mais le milieu d'apprentissage de langue, en tout cas du norvégien, mais apparemment d'apprentissage de langue en général, puisque il y avait des gens qui apprenaient plein de langues différentes qui ont regardé cette vidéo. Et ça me fait trop plaisir. Genre, les gens qui me disent, ouais, je vois l'apprentissage différemment maintenant, ça m'ouvre sur une autre vision de l'apprentissage et tout. Ça, pour moi, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement entre je suis professeur particulier norvégien et ensuite ce qui t'a amené aux journaux, au Språk Café et peut-être ensuite à tes projets futurs? Donc, je fais des vidéos sur Internet, j'enseigne le norvégien. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et il y a énormément de gens qui ont envie d'apprendre le norvégien avec moi, on va dire. Donc, qui ont envie d'apprendre le norvégien tout court et avec moi aussi. Donc, c'est trop bien. Moi, je suis trop contente. C'est le Graal. Mais c'est très frustrant parce que j'ai envie d'aider tout le monde, entre guillemets. Mais en même temps, donc pendant plusieurs années, j'ai eu envie de faire quelque chose qui pourrait se vendre, on va dire, à l'infini, c'est-à-dire... tout le monde pourrait bénéficier de cette aide-là, quoi. Et ce serait, dans ma tête, c'est quelque chose basé sur mes méthodes, qui serait un peu une extension d'un cours particulier, quoi. Ce serait comme un cours particulier, mais je suis pas là pour de vrai. Et en fait, j'ai passé, 1 an et demi juste à penser, en fait. J'ai plein d'idées, plein de trucs et tout ça, mais en fait, à chaque fois, je pars dans des trucs. Après, je pitch mon idée, les gens sont là, mais je comprends pas trop où ça va, ton truc, parce qu'en fait, pour moi, c'est une idée qui est incroyable, une méthode, machin. Mais en fait, je me rappelle, il y a une copine un jour qui m'a dit, mais du coup, quand tu vends le truc, ils apprennent quoi, les gens? Enfin, genre, faut que tu leur dises au début, qu'est-ce que tu vas ressortir de ça et t'auras appris quoi? Genre, t'auras appris plein de choses. Enfin, mais en fait, c'est... Voilà, donc en fait, c'est super dur de cadrer et de trouver quelque chose qui fait sens, mais qui est libre, que les gens vont pouvoir utiliser comme ils veulent, mais qui est super structuré pour que ça fasse pas peur et que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils commencent. Quelque chose qui me ressemble à moi, mais en même temps quelque chose qui est universel. Enfin, c'était vraiment... j'aurais pas imaginé quand j'ai commencé que ça allait prendre autant de temps. C'était lancer un produit, donc c'est très difficile de lancer un produit. Et complet, en fait. Moi, je voulais quelque chose de complet. Je m'imaginais un truc, une formation où genre t'aurais tout en une formation et tout. Enfin, voilà. Donc, je suis en train de travailler dessus, mais ça demande des années de travail. Franchement, moi, je suis toute seule. C'est énorme le travail que c'est. En tout cas, de tout reconstruire. C'est-à-dire de pas suivre les niveaux A1, A2, machin, mais d'avoir quand même une suite logique, d'avoir quelque chose qui commence à un commencement et qui devient de plus en plus difficile, mais en même temps où tu pourrais prendre en cours de route, mais ça prend du temps. Et en fait, ce journal, l'été dernier, j'ai pas filmé
Donc j'ai fait des vacances où j'ai été un peu off des réseaux sociaux et tout. Mais j'avais beaucoup de photos et j'ai passé mes vacances en Norvège. Et après l'été, je me suis dit, c'est trop dommage parce que j'ai passé mon été, vraiment, j'ai fait un été norvégien, genre pire, tu peux pas faire pire, quoi. Et j'ai pas partagé sur les réseaux, donc c'est pas grave que j'ai pas partagé, mais c'est juste que c'est un côté de la culture qui est intéressant. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un petit carnet où je raconte mes vacances. En plus, moi, je faisais des vlogs du coup depuis longtemps et j'avais envie de faire quelque chose où les gens ils pourraient lire le texte du vlog et où il pourrait y avoir des déclinaisons d'explications de grammaire et tout ça pour vraiment pas juste regarder le vlog sur Instagram, mais aussi pouvoir étudier dessus. Je me suis dit, j'ai qu'à faire un petit carnet vlog, mais genre juste à l'écrit, vu que j'ai des photos, j'ai pas de vidéo, mais je peux écrire des textes. Donc j'ai fait un carnet de 5 jours où je décrivais ce que j'avais fait les journées, donc voilà, et où je faisais des exercices par rapport à chaque jour. Et j'ai posté ce carnet gratuitement sur mon compte Instagram, donc les gens pouvaient le télécharger. Et en fait, en une soirée, il y avait genre 1000 personnes qui l'avaient téléchargé. Et en une semaine, j'avais genre 2000 téléchargements. Alors qu'il fallait donner son adresse mail quand même. Donc moi, je m'étais dit, les gens, bon, voilà, ils suivent, ils font des likes sur mes vidéos, mais de là, tu sais, donner ton adresse mail et tout, c'est un peu chiant. Oui, chaque extra step, tu perds des gens en route. Exactement. Quoi. Ouais. Et en fait, il y avait 2000 personnes qui avaient téléchargé le truc. Mais j'étais là, bon, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est incroyable. T'es trop contente. Et les gens l'avaient imprimé, les gens, genre, ils aimaient trop, quoi. Enfin, c'était trop bien. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Ça se trouve, il faut que je commence avec un projet qui est pas non plus genre le bout du monde. Exactement. Et en fait, ce projet-là, j'avais quand même beaucoup travaillé dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc récurrent, faire un journal où j'utilise un peu ma vie et où j'essaie de trouver des thèmes un peu quand même généraux pour pouvoir apprendre du vocabulaire de tous les jours. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exact. Enfin, les gens, ils ont envie de ça. Genre, il n'y a pas assez de parler de toi, parler de ta vie, du quotidien et tout ça, et pouvoir développer vraiment ta personnalité dans la langue. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est aider les gens à vraiment être eux-mêmes, quoi, parce qu'il y a beaucoup de retours sur ça, ouais, je parle norvégien, mais au final, je suis pas trop moi-même quand je parle norvégien. Et moi, je sais que je cherchais beaucoup, quand j'apprenais le norvégien, des livres de lettres, par exemple le journal d'Anne Frank et tout ça, tu sais, c'est vraiment un truc où tu vas avoir un mélange d'écrire le quotidien et de sentiments. Et je trouve que c'est vachement riche parce que tu peux apprendre comment parler de toi, quoi. C'est vraiment ça, le journal. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur quoi mettre dans ces journaux. Disclaimer, tes journaux sont un peu plus gays que ceux d'Anne Frank. Alors oui, j'essaie Tu peux nous dire les thèmes, les premiers thèmes que tu as fait? Ouais, j'ai commencé du coup en novembre 2024. Donc, je fais un journal par mois maintenant. Je raconte 4 jours de chaque mois, du coup. J'ai commencé en novembre 2024. En novembre 2024, j'ai déménagé. Enfin, on a acheté un appartement avec mon copain à Oslo. Donc, je me suis dit, j'ai qu'à commencer maintenant parce que je vais pas racheter un appartement demain. C'est du bon vocabulaire. Et en plus, j'allais lancer mon projet du coup au début 2025, mais je me suis dit, il faut bien que j'en ai fait quelques-uns pour moi savoir combien de temps ça me prend, avoir tout rodé, enfin être sûr que ça vous parle. Voilà, il faut avoir un petit peu d'expérience comme pour les épisodes de podcast. Le journal de novembre, c'est plus sur acheter un appartement. J'ai essayé de simplifier un peu les termes et tout ça, mais pour pouvoir décrire comment ça se passe d'acheter un appartement en Norvège et tout ça. On a peint notre appartement, donc il y a ça. On a déménagé, donc voilà. Décembre, cette année, c'était plus Noël. L'année prochaine, je vais faire un truc plus sobre dans les fêtes, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent pas Noël. Donc Noël, je l'ai fait une fois, il y a le vocabulaire. Maintenant, je vais faire plus un truc sur l'hiver en général. Janvier, c'était l'hiver, j'ai une copine qui est venue me rendre visite. Je me suis mise aux échecs, donc j'ai fait un petit truc sur ça. Février, je suis allée à Trondheim pendant une semaine, donc j'ai fait 4 jours sur mon séjour à Trondheim. Mars, c'était un peu cabine. Puis avril, c'était genre marché aux puces. Il y a une saison de marché. Pâques, voilà, là, mais il va y avoir le 17 mai. Voilà, donc c'est trop intéressant parce que ça suit la saison, ça suit la vie. Les coutumes, traditions. Ouais, donc j'essaye de... Et moi, ça me motive aussi parce que aussi dans chaque journal, je donne les livres que j'ai lus, les films que j'ai regardés tout le mois dernier, donc forcément norvégien. Et ça me motive aussi pour découvrir plus la culture. Aussi, je pense que cet été, ça va me motiver à faire plus de choses en vrai, parce que je me dis ça faut absolument que je le fasse pour le raconter dans mon journal. Donc c'est pas dans le sens je le fais pour les caméras, mais c'est plus dans le sens ça me motive aussi à sortir de ma zone de confort des fois
pour, je me dis, ça, ce serait trop bien de Et le puis, t'es raconter. la première à apprendre aussi sur certaines choses si tu Ouais. fais de nouvelles expériences. Et nous, ça a Ouais. été un peu ce qu'on fait aussi via le podcast. On a appris tellement de choses sur la vie des gens, sur la Norvège, des côtés qu'on ne connaissait pas, redécouvrir des côtés qu'on connaissait, Ouais. vouloir s'intéresser à plus de choses, aller dans plus de lieux. Enfin, c'est vraiment. C'est ça te sympa, rend quoi. curieux, en Ouais, fait. ouais. C'est pas que tu le fais pour pouvoir le raconter, c'est que ça te donne envie. Ça te met dans Non, ce on cercle vertueux. Ouais. Ouais, Ouais. on revient à ce truc, c'est un win-win. Et quels sont tes projets là? De continuer mes journaux, de les améliorer, tout ça. Tu as parlé du Språk Café tout à l'heure, qui est donc une rencontre où les gens vont venir pour parler norvégien, en gros. J'ai une très mauvaise conscience par rapport à ça, parce que j'ai dit que j'en ferais un par mois, et j'en ai fait qu'un. Mais donc, j'aimerais bien faire plus de ça, de Café des langues. Je sais que les gens, ils ont vraiment très envie de se rencontrer, en fait, de faire Mais des trucs ouais, physiquement, cet et moi aspect aussi, en communauté. vrai. Exactement. Mais moi, je suis pas très forte pour ça, en fait. C'est ça le problème, c'est que l'aspect communauté, pour moi, c'est beaucoup d'énergie, en fait. Je suis plutôt introvertie. J'adore les gens, mais j'ai l'énergie plutôt introvertie. Et je sais que je vais pas réussir à le tenir sur le long terme, tu vois, si c'est trop. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pourquoi t'embauches pas quelqu'un? Parce que tu dis que t'as beaucoup plus de demandes que ce que tu peux faire pour les cours et tout. J'étais en mode, ah non, mais moi, je n'embauche personne. Je travaille toute seule. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que dans ma tête, la charge de travail s'arrête à s'il y a plus de place dans ma tête, je fais pas. Genre, j'ai 3 projets, j'ai mon journal, les réseaux sociaux, mes cours particuliers. That's it. J'ai envie d'avoir une vie à côté. Enfin, même si j'y pense tout le temps à ça et tout ça, mais j'ai envie que ça reste sain. Et j'ai pas du tout envie que ça devienne énorme. Genre, je vais pas monter une école. Enfin, en tout cas, pour le moment, tu vois. Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants, c'est que si ma to-do list, elle rentre pas dans ma tête, limite, quoi, c'est qu'il y a trop de trucs. Parce que sinon, tu te noies, quoi. Franchement, quand tu travailles tout seul, il y a pas de limite. Et il faut te mettre tes propres limites, sinon Bien sûr, sinon tu fais que ça. Tu fais que ça et En fait, c'est pas grave de faire que ça, mais moi, j'ai pas envie que ça devienne malsain, parce que je sais qu'après, j'ai des phases où je vais me mettre à fond dans un truc, puis après, je vais plus du tout avoir envie de le faire. Et quand j'ai plus envie de le faire, il y a plus de way back, quoi. Quand j'ai plus envie de faire quelque chose, je peux pas créer l'envie. Et en fait, pour réussir à tenir dans le temps, il faut qu'il y ait un équilibre, sinon j'y arriverai pas. Jusqu'à présent, ça a l'air de te réussir. Ça a l'air de te réussir. Je step by step. Ouais, voilà. Ouais, moi, je trouve que les gens sont conquis par ta méthode. Ouais. Continue sur ce que tu penses être juste. Moi, j'ai envie de te poser une question. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Incroyable, non? Enfin, je trouve à 25 ans, toute cette maturité, ce recul, et puis tout ce que t'as fait déjà. C'est ton film d'amour plus ta carrière. Ouais. Enfin, moi, j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que te réserve les 10 prochaines années, quoi? Ouais. Ça va être 35 ans. Qu'est-ce qu'elle nous aura fait, quoi, dans ce laps de temps? Mais j'ai peur, tu sais, j'ai peur de plus oser. Tu sais, comme j'ai pris beaucoup de risques, de risques. C'est des guillemets, tu vois, mais j'ai fait des choses un peu qui... Je pense que tu t'es affranchi de pas mal de trucs. J'ai tenté, mais du coup, j'ai peur de plus oser. Après, tu sais... Oui, mais c'est peut-être aussi parce que tu auras trouvé là où t'es bien. Oui, c'est sûr. Et c'est aussi une bonne chose. Non, c'est vrai. Je me dis que les vidéos que je fais et tout ça, c'est tout le temps ouvert à tout ce que tu veux, quoi. Tu peux faire tous les projets que tu veux avec Exactement. ça. Je trouve que c'est comme nous, le podcast, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on adore et tout, mais je vois bien qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir de ce projet. C'est ça. Et pour l'instant, nous, c'est ça qu'on aime. Et je pense que pour l'instant, toi, t'es bien dans ce que tu fais. Ouais. Mais dans le futur, on ne sait pas ce que ça peut te réserver. Vrai. Et puis si c'est juste que tu continues ce que tu fais et que tu adores et que c'est juste t'as des nouveaux élèves qui arrivent tout le temps, ben, ça sera super aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve ça cool que je commence tôt, entre guillemets, parce que... Rien qu'avec ta vie, tu vas aborder de nouveaux sujets. Bah oui, c'est ça. Cool. C'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir la suite, parce que je suis sûre que quoi qu'il arrive, il y aura des sujets intéressants qui vont émerger. Ilis, on est super heureux de notre échange avec toi. On te connaissait déjà un petit peu avant. On te connaît aussi grâce à ton contenu. Et comme d'habitude, via ces épisodes, c'est ce qu'on adore. On a appris à te connaître davantage et tu nous as fait rire et aussi un petit peu pleurer. C'était inattendu. Mais tu vois, tu laisses pas indifférente. Et ça, je pense que c'est ce qui en dit long sur ta personnalité. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier, peut-être un conseil que tu donnerais à ceux qui ont envie d'apprendre le norvégien mais qui n'osent pas se lancer? Je pense que c'est important de savoir où on veut aller quand on se lance pour pouvoir
garder la motivation quand on est dans des périodes où c'est plus compliqué, parce que ça va être plus compliqué à des moments. Et de savoir, je peux faire la métaphore avec le vélo. Moi, je me suis mise au vélo et là, j'ai pas beaucoup de muscles dans mes jambes, malheureusement. Donc, des fois, il y a des toutes petites côtes et puis moi, je suis au bout de ma vie, mais je me dis, j'ai pour but d'aller en vélo à Trondheim en septembre. Et en fait, ce truc, je me dis, la côte, là, aujourd'hui, c'était dur, mais il y a plus derrière. C'est-à-dire, si j'ai réussi à faire cette côte aujourd'hui, demain, c'est pas grave, je fais une pause parce que j'en peux plus. Le jour d'après, je vais m'y remettre et de voir ce qu'il y a derrière, tu vois, de voir le but sur le long terme. Je pense, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que comme ça, tu te dis pas, aujourd'hui, j'ai pas réussi, j'arrête. Non, aujourd'hui, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave parce que c'est une étape vers la réussite. Ce qui est important, c'est de s'écouter et de se dire que s'il y a une méthode qui fonctionne pas, peut-être que c'est pas la bonne méthode. Et c'est dur de trouver une bonne méthode, ça prend du temps. Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec l'apprentissage des langues, c'est que c'est certes apprendre des nouveaux mots et tout ça, mais c'est apprendre toute une nouvelle façon de penser. Et si tu arrives à mieux te connaître à travers cette expérience-là, si tu arrives à apprendre à connaître comment t'aimes apprendre, ce qui t'aide vraiment et tout ça, en fait, après, c'est des compétences que tu vas pouvoir utiliser dans d'autres domaines aussi. Et je pense que si tu vois l'apprentissage de la langue comme vraiment un tout et pas juste genre j'apprends des nouveaux mots et j'apprends de la grammaire, mais comme une sorte d'expérience de vie un peu où tu vas t'immerger dans une nouvelle culture, mais aussi toi apprendre à te connaître mieux peut-être. Je pense que ça peut aider et rendre le projet plus excitant et moins je fais un exercice à trous où je dois mettre des verbes conjugués quoi. Je pense peut-être ça. Ouais. Non, je pense que c'est des super conseils d'ailleurs pour l'apprentissage de la langue en général, n'importe quelle et langue. même pas l'apprentissage forcément en général, je pense. Ouais. Et la toute dernière avant de partir, on a parlé de ton expérience qui a été délicate en revenant de l'étranger. Je pense que ça fait écho aussi beaucoup au thème de la santé mentale qui prend de plus en plus de place, j'ai l'impression, dans notre société. Si tu parles à la Ilis ado qui a eu du mal, notamment au retour du Canada, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être traverse ce genre de période? Ouf. Ouais. Prends ton temps, y a pas de souci. Parce que je me dis que c'est un vrai sujet. Enfin, il y a en plus sur aussi les expatriations qui se passent bien, pas bien, et surtout la jeunesse. Je trouve que c'est important de parler de comment on va au-delà de ça. Et moi aussi, il y a eu tellement de trucs, l'internat qui s'est mal passé. Enfin, il y a eu des périodes vraiment dark, quoi, on va dire. Bah ouais. Donc c'est bien de prendre le temps, une fois qu'on est passé à autre chose, de. Je pense de se faire confiance. Je pense parce que des fois c'est dur, genre pour les autres de voir où tu vas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça un peu genre que les gens comprennent pas trop, mais c'est pas en mode les gens, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a que toi qui est dans ton corps et qui sait. En fait, je me souviens quand j'étais partie au Canada, ma maman m'avait dit, mais sur ton CV, tu sais, ça va peut-être pas être. Et je m'en rappelle, j'étais là, mais vraiment, je vais pas vivre ma vie pour un CV, quoi. Enfin, je refuse, je m'en fous de mon CV. C'est ma vie, quoi. Et je pense ça de se faire confiance et de se dire que des fois, même s'il y a des périodes qui sont compliquées, si on s'écoute et aussi si on a la chance d'être bien entouré en vrai, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui m'ont sorti du système scolaire, qui ont bien voulu, mais je veux dire, il y avait beaucoup de profs qui disaient il y a 40% de réussite au bac, en cours par correspondance, ça va pas du tout aller et tout ça. Et moi, j'ai eu mon bac en vrai de justesse, je l'ai eu, mais c'était. Voilà, j'y suis allée en touriste en vrai. Mais je trouve ce qui est beau dans l'histoire, c'est que mon bac, je l'ai eu grâce à l'anglais, parce qu'en fait, j'avais pris spé anglais. Du coup, c'était coef 8. J'ai eu 18 ou 19. Et après, j'ai eu des très mauvaises notes dans les autres matières parce que j'avais pas beaucoup travaillé. Je faisais des films et puis j'étais plus du tout dans ça. Mais au final, j'ai eu mon bac à cause de cette année au Canada, entre guillemets, puisque je parlais anglais. Grâce, c'est ça, oui, grâce. Donc, je suis partie, c'était dur en rentrant, mais j'ai continué à ma manière, puisque j'ai fait les cours par correspondance, j'ai quand même passé mon bac. Ma maman m'avait dit quand même, essaye, vas-y.
de toute façon, t'es inscrite. Tu verras. Bon, j'ai un 0, j'ai des mauvaises notes, mais j'ai réussi à l'avoir grâce à l'anglais. Voilà, au final, moi je me disais, mon bac, de toute façon, j'en ai pas besoin. J'étudierai jamais, je déteste l'école. Au final, je suis arrivée en Norvège, j'ai fait des études ici et j'ai trop aimé. C'est important d'écouter les autres, mais d'essayer d'expliquer comment on se sent pour que les autres puissent nous comprendre et aussi de pas rester dans ce truc où on se dit genre, je suis incompris, personne me comprend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Et à chaque fois qu'on se sent seul, en fait, tout le monde comprend, tout le monde a une expérience de vie qui fait qu'ils arrivent à comprendre ce que tu vis. Et je pense que essayer d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on vit, même si c'est compliqué. Mais j'écris depuis que je suis petite et je pense que ça aide beaucoup à pas rester seule, quoi, et à peut-être pas forcément attendre que les autres nous comprennent à 100% parce que chacun a sa vie, mais pas non plus s'isoler, quoi. Essayer de partager et de trouver des gens qui vont nous soutenir. Je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est génial. Ben, on va terminer sur ces super mots, cette émotion. Merci. Hein. J'ai trouvé ça génial, encore une fois, de vivre, que tu nous racontes ton expérience. Ça résonne en nous sur plein de points. Et même ce qu'on n'a pas forcément vécu, bah, ça nous touche. Parce que bah, c'est beau de voir tout ce que tu as traversé, où t'en es, de voir ce petit fil rouge qui, en fait, t'en avais certainement pas conscience, mais qui est là depuis le début. Ouais. Parce que bah, c'est les langues, le bac, c'est les langues ici. Enfin, on le voit, en fait, maintenant, avec le recul. Et je me dis, punaise, à la fin de ta vie, on le verra encore plus, ce fil rouge. Mais déjà là, c'est vraiment incroyable. Et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes, les motiver. Si ils ont vécu des choses similaires ou si ils ont des enfants qui vivent des choses similaires. C'est ça, complètement. Bah, merci beaucoup, Elise. Bah, merci, moi j'ai trop aimé parler avec vous, c'était trop bien. Moi aussi, je pense qu'on pourrait continuer encore des heures. Oui, mais bon, on fera ça sans micro, avec un petit verre de vin. C'est ça. Et moi j'ai trop hâte d'écouter vos nouveaux podcasts, les prochains aussi. On a parlé de mes projets, mais votre projet c'est trop bien. Ah, et j'ai trop hâte. Et en plus, comme c'est en français, je peux donner à ma famille et tout ça, d'écouter un peu comment c'est la vie en Norvège. Et ça, c'est trop cool aussi pour que les gens comprennent comment c'est pour nous ici. C'est vrai. C'est trop bien comme projet. Il y a pas mal d'amis qui nous ont dit qu'ils envoyaient ça à leur famille parce que leur famille, ils veulent comprendre. Et même si parfois tu racontes, ça leur permet de savoir un peu plus en détail comment ça se passe ici. Ouais. Quoi. Puis t'as le point de vue de plein de gens et tout. C'est trop bien. Donc, merci à vous d'avoir créé ce podcast. C'est trop cool. Merci beaucoup, Elise. Bah, merci à tous et on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.